nous avons compris. Bonsoir de Suisse, Corinne. Mhm. C'est bien. Ok, parfait. Donc, on attend certainement quelques personnes ou bien il y en a certains qui le verront en replay. Je sais que c'est comme ça que ça marche aussi, vous savez. Quand on ne peut pas être dispo, on s'inscrit et on reçoit le replay. C'est pour ça qu'on l'enregistre. Et puis, on va commencer de cette façon-là. On va peut-être se présenter parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qu'on connaît, mais peut-être pas tous. Alors, si vous voulez, je répète donc pour les derniers arrivants, si vous avez des questions que vous aimeriez traiter ce soir, bien mettez-les dans le chat, comme ça on les aura sous la main pour les traiter. Bonsoir Juliette, je vois que Juliette s'installe. Mhm. Donc, vous pouvez poser des questions, sinon, de toute façon, vous aurez tout l'espace pour ça. Puis, vu qu'on n'est pas très nombreux en direct, vous pourrez bien sûr interrompre. Si par moment, il y a des choses que vous voulez aborder, n'hésitez pas à lever une main. Vous connaissez le système. Je suppose que vous connaissez tous Zoom maintenant, depuis qu'on l'utilise. En bas, vous avez l'icône réaction et vous pouvez donc lever la main pour dire si vous avez une question à poser. Ou bien directement dans le chat. C'est plutôt Emmanuel qui a l'œil sur le chat plus que moi. Donc, voilà, on va se débrouiller avec ça. Alors, on commence la présentation peut-être, Emmanuel? Parfait, je te laisse peut-être commencer. Ok. Alors, donc, Emmanuel et moi sommes de Montpellier, ça, vous l'avez compris ou entendu, et nous sommes toutes deux spécialistes de l'accompagnement des profils à haut potentiel. Donc, pour ma part, je suis gestalt thérapeute. La gestalt, c'est un courant de psychothérapie, un courant de psychothérapie humaniste qui est centré sur la relation. Donc, ma casquette à moi, c'est vraiment la qualité relationnelle, puisque je suis également consultante formatrice en qualité relationnelle en entreprise. Voilà donc ce qui fait mon métier et mon parcours depuis une trentaine d'années. J'accompagne donc des adultes et des adolescents aussi en psychothérapie. Et puis, j'interviens à la demande, donc soit pour des séminaires, soit pour des conférences en vidéo également. Et donc, j'ai rencontré Emmanuel depuis ces dernières années, puisque ça fait 8 ans que je me suis spécialisée dans l'accompagnement de ces profils singuliers, de ces profils atypiques. Et nous nous sommes rencontrés, Emmanuel et moi, dans une association que nous aurons l'occasion de citer à plusieurs reprises, qui s'appelle l'AFEP, Association française des enfants précoces. Maintenant, on dit Association française des enfants à haut potentiel. Il y a eu un petit changement de sigle dernièrement. Donc, nous intervenons régulièrement pour eux, nous proposons des animations et c'est là que nous nous sommes rencontrés et que nous avons eu envie de nous rencontrer davantage parce que nous sommes complémentaires, c'est ce qu'on nous dit très souvent et depuis plusieurs années, on a réalisé des conférences et de nombreux projets dont on pourra vous parler et notamment le dernier né, celui qui est d'accompagner les professionnels de l'accompagnement à l'accompagnement des profils à haut potentiel. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur puisque nous avons toutes les deux bien avancé dans le sujet et nous avons démarré cette année nos sessions et la prochaine est prévue au mois de mars. Mais ce soir, le public concerné par le sujet de notre conférence, c'est le public en général, c'est tout public, vous êtes tous concernés ou intéressés par le sujet et donc il ne s'adresse pas qu'aux professionnels ce discours-là. Voilà pour ma part et je vais laisser la parole à Emmanuel, puis on aura plein de choses. Merci Magali. C'est toujours chouette que tu te présentes avant moi, c'est pas la chose que je préfère faire. Donc Emmanuelle Delrieux, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue développementaliste. C'est une sous-discipline de la psychologie qui consiste à travailler toutes les phases de changement de vie de l'âge fœtal jusqu'à la mort. Et en France, on est beaucoup plus spécialisé enfant-ado. Donc, je n'ai pas de chapelle théorique, je n'ai pas d'obédience théorique. Voilà, je suis ce qu'on appelle, c'est très à la mode, intégrative, dans le sens où je vais intégrer différents courants théoriques et différentes pratiques, différentes techniques issues de la psychologie, mais pas que. Voilà, ma dernière reconversion en date depuis 2 ans, c'est d'être éco-psychologue. Donc, ce n'est pas une sous-branche de la psychologie, mais voilà, c'est un autre domaine qui consiste à travailler le changement de paradigme et nous aider à nous soigner en tant qu'humains qui sommes déconnectés un petit peu du vivant pour prendre soin du vivant, parce qu'il y en a besoin en ce moment. Mais je reviens donc au HPI et par la psychologie du développement, dans ma pratique, j'ai tout de suite été amenée, dès que j'ai travaillé en cabinet, à m'occuper des patients au potentiel intellectuel. Donc, j'en ai fait vraiment ma spécialité.
Euh, Effectivement, comme l'expliquait Magali, ce qui nous a conduit toutes les deux à poser ben voilà, des conférences comme on fait là ce soir, mais qu'on a eu fait aussi plein de fois par ailleurs, à donner des formations pour les professionnels, mais aussi à continuer à faire certainement plein d'autres projets à côté. C'est parce qu'on a vraiment cette passion commune des HPI, une passion parce qu'on est touché ben, de près et de loin par ce profil au potentiel intellectuel, mais aussi parce qu'on a cumulé à la fois peut-être de la frustration dans nos parcours, parce qu'on n'avait peut-être pas toutes les données dont on aurait peut-être rêvé avoir quand on a débuté en tant que praticienne. Et en même temps, on a cumulé cette pratique, donc c'est ce qui nous donne ce plaisir aujourd'hui de s'adresser à tout le monde, que ce soit des professionnels et des non-professionnels, pour essayer de mieux comprendre le profil HPI. Donc, on va faire plusieurs conférences. L'objectif, c'est ça, c'est de proposer plusieurs conférences sur différents thèmes. Donc, on commence par le premier, parce que c'est un peu l'entrée de jeu que tout le monde se pose, c'est voilà, du questionnement à la reconnaissance du fonctionnement HPI. Donc, on débute par ces premières questions que l'on a quand on est HPI. Et puis, va se suivre plusieurs conférences au fur et à mesure de l'année, qu'on va vous distiller au fur et à mesure de l'année, un peu comme un jeu de cartes. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut bien distinguer. J'en profite pour saluer les personnes qui viennent de rentrer. Je ne sais pas s'il y en a une ou deux. J'ai vu Maude, en tout cas. Bonsoir Maude. Donc, la session est enregistrée comme prévu, hein, mais je ne vais pas recommencer ma présentation. Vous la trouverez dans le replay. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que Emmanuel et moi avons donc différents projets et différentes réalisations en cours et passées autour des profils à haut potentiel, mais que nous avons parfois des interventions qui s'adressent aux professionnels de l'accompagnement, les coachs, les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres, les médecins de santé aussi, les médecins, les kinés, tous les professionnels de santé et de l'accompagnement qui s'intéressent à ce profil et qui ont envie de mieux les accompagner. Donc ça, c'est notre casquette vers les professionnels. Et puis, donc, tout ce que nous faisons pour les professionnels. Alors, Maude, oui, je vous demanderai de couper le micro, s'il vous plaît. Et MP, je suppose que c'est Marie-Pierre ou Marie-Paul, je ne sais pas. Donc, si vous pouvez couper vos micros, c'est gentil, sinon ça nous fait de l'écho. Merci beaucoup. Voilà, donc nous avons cette série de conférences, effectivement, qui démarre aujourd'hui. Une série de conférences, on va essayer d'en faire au moins une par mois. La prochaine est prévue le 17 janvier, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà, et donc aujourd'hui, nous allons, comme le disait Emmanuel, partir des bases, des points fondamentaux de ce qui se passe quand on a l'idée, l'hypothèse ou l'écho de se dire, tiens, peut-être je suis au potentiel, ou bien on le sait, on le sait depuis longtemps, mais on ne s'en est pas préoccupé, ou bien on le sait depuis peu de temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe autour de ça? Quelles sont les différentes étapes qui vont être les nôtres dans cette découverte et jusqu'à l'appropriation de ce profil. Voilà, c'est ça qu'on a l'intention de présenter ce soir et d'évoquer. Donc, je répète que vu qu'on n'est pas très nombreux en direct, eh bien, vous pourrez poser toutes vos questions, même en cours de route, vous levez une main pour qu'on vous écoute et vous pourrez brancher vos micros. Voilà, donc on va vous présenter tout ceci et surtout, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. OK, alors on y va. Super. Donc, en fait, la première question, c'est qu'est-ce qui conduit finalement un adulte à s'interroger sur la précocité intellectuelle ou le haut potentiel? Alors, pourquoi on pose adulte? Déjà, c'est important de le poser. Il arrive que des adolescents se posent la question également, parce qu'ils vont rencontrer des pairs qui le sont et qui finalement vont les amener sur cette piste. Mais moi, dans ma petite carrière, j'ai dû avoir qu'une seule enfant qui a amené ses parents au cabinet en disant: «Je crois que je suis au potentiel», parce qu'elle avait vu une petite conférence à la télé et elle s'est dit: «Ah mais ça, c'est carrément moi». Les parents ont un peu douté et il s'avérait que la fille était HPI. Donc c'est pour ça qu'on cadre sur les adultes et finalement, comment ils en viennent à s'interroger? Alors je vais peut-être commencer par, la première chose, c'est lorsqu'un enfant a été identifié, ça c'est un peu plus dans ma spécialité, hein. Hem, on va avoir des parents qui, vont faire passer des tests à leur enfant parce que l'école a demandé, parce qu'ils ont vu un article, une conférence, peut-être aussi parce que l'entourage, la famille
à mener sur cette piste-là pour dire: «Je pense, peut-être que, ton enfant a quelque chose». Donc, on va voir ces parents qui font tester leur enfant et puis une fois que le diagnostic de haut potentiel tombe, les parents vont commencer à s'approprier, à s'interroger sur ce profil eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont relire les livres, mais non plus en pensant à leur enfant, mais en réfléchissant à eux-mêmes. Mmh. Généralement, les femmes, c'est plus en réfléchissant à leur mari, à leur père ou à leur frère, mais à un moment donné, elles intègrent que peut-être, c'est possible que ce soit aussi pour elles. Donc c'est vraiment sous cette démarche-là. Mmh. Tu as rencontré aussi d'autres choses peut-être toi, Magali, tu vois? Oui, alors bon, pour les enfants, bon, c'est souvent comme le dit Emmanuel, il y a quelque chose qui se passe, l'entourage qui vient dire: «Oh mais oui, cet enfant, il est éveillé, elle est éveillée» ou «Il va très vite» ou «Il a des réactions, très avancées pour son âge». Donc il peut y avoir comme ça des remarques, ça commence comme ça. Ou bien l'enfant s'ennuie à l'école ou ne se sent pas bien dans ses relations aux autres, il peut y avoir plein de d'éléments, mais on ne va pas forcément tout de suite aller voir ça. Donc il y a cet élément-là et puis effectivement pour, les adultes, c'est bien souvent parce que l'un de leurs enfants ou leurs enfants ont été identifiés à haut potentiel que eux sont amenés à se poser la question. Parce que, bien sûr, au départ, on se dit: «Bon, bah, c'est notre enfant», mais je me souviens, moi, de la première conférence que j'ai entendue sur le sujet où l'animateur dit: «Si un enfant est comme ça, ses parents le sont ou l'un au moins de ses 2 parents». Ah, tiens donc. Et puis surtout, c'est quelque chose qui, n'est pas un état ponctuel, c'est quelque chose que l'on porte à vie. C'est-à-dire que si l'on est, identifié enfant précoce, c'est une singularité, une façon de fonctionner, un fonctionnement cognitif qu'on va garder toute sa vie. Alors que moi, jusque-là, j'avais une représentation qui consistait à penser que, un enfant précoce, petit à petit, il évoluait, il se mettait au niveau des autres et puis on n'en parlait plus. Or, non, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Donc effectivement, pour les adultes, ça se passe souvent comme ça. Il y a quelques années, il y a une étude qui avait été présentée dans le congrès 5, je sais, oui, c'est 5, aux États-Unis, qui disait que dans 80, je crois que c'était 98% des cas, les adultes qui se découvraient à haut potentiel le découvraient par le biais de leur enfant. Aujourd'hui, je parierais que c'est un peu moins élevé que ça parce que, vu la médiatisation actuelle, il y a d'autres moyens de le découvrir. On peut écouter une émission, on peut voir, une conférence, on peut tomber sur un livre, on en parle de plus en plus et tant mieux. Donc il y a d'autres sources pour se demander si on est concerné ou pas, dans l'entreprise notamment, dans le milieu professionnel, hein, par, des tests, par, des personnes qui sont un peu plus au fait de ces profils. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut le découvrir autrement que comme ça, ou en tout cas un peu moins qu'avant, uniquement par le biais des enfants qui ont été identifiés. Voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus, Emmanuel, par rapport à la découverte? Pour les adolescents, c'est souvent quand il y a des difficultés d'apprentissage? Alors je sais pas si c'est souvent, mais en tout cas, pour les adolescents, ça va être, oui, ça va être des difficultés au niveau social, des phobies scolaires aussi qui arrivent. Hem et puis, on va avoir à l'adolescence, on n'en parle pas beaucoup, mais des formes de burn-out parce que là, on parle donc des ados qui ont effectivement des difficultés au niveau scolaire, où là, on se dit: «OK, on va faire un test, puis on rencontre une précocité avec des troubles associés», on en parlera peut-être plus tard. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que des copains ou des copines vont en parler, donc des pairs et ils vont se reconnaître dans ce profil. Mmh. Mais dans le burn-out, c'est un autre type de profil HPI, souvent qui concerne d'ailleurs, peut-être plus les filles que les garçons, où on va avoir des jeunes filles ou des garçons qui vont exceller et se mettre une pression hallucinante parce que, il faut que la moyenne soit au-dessus de 16, parce que, à côté, il faut qu'ils soient parfaits dans leurs relations sociales, parfaits dans l'intégration, enfin parfaits en tout. Mmh. Et donc, ils se mettent une pression d'excellence, tout seuls. Parfois, il y a le milieu parental, mais ils peuvent le faire aussi tout seuls, ça, il y a aucun souci. Et donc on va, par ce biais, se rendre compte qu'il y a un épuisement et à ce moment-là, commencer à s'interroger sur ce profil, au potentiel en se disant: «Mais tiens, il y a peut-être quelque chose». Donc là, on a, plein de narrations, hein, différentes. Je pense que tu en as autant que moi, Magali, hein. Mes 2 parents, par exemple, j'en ai encore eu, la semaine dernière qui, la gamine a sauté, 2 classes. Là, elle a 17 ans et elle est en deuxième année de prépa.
Et justement, elle fait un épuisement et les parents s'étonnent en ne comprenant pas et du coup, on a parlé du profil au potentiel. Ils ne pensaient pas qu'elle était au potentiel. Voilà. Donc il a fallu, qu'on commence à nommer et pour la jeune fille, ça a été un soulagement, en fait, de comprendre parce que quand elle est venue me voir, elle pensait avoir un trouble de l'attention Mmh. parce qu'en deuxième année de prépa de maths physique à 17 ans, elle Mmh. comprenait pas, elle avait des problèmes d'attention, elle n'arrivait plus beaucoup à se concentrer et qu'elle avait l'impression de moins bien y arriver et comme elle avait entendu parler des troubles de l'attention, elle se disait qu'elle avait un trouble de l'attention. Mmh. Donc pour elle, ça a été hyper important de reconnaître et de comprendre ce profil à potentiel pour voir qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours, être à fond et que le corps, il dit: «Là, moi, j'ai besoin de repos». Donc quand il dit: «J'ai besoin de repos», la première chose qu'il fait, c'est, dire au système attentionnel: «Allez là, on se calme et il est temps que tu vois les signaux pour se calmer». Voilà. Donc au niveau de l'adolescence, ça va vraiment être, à peu près ce type de déclinaison, Mmh. que l'on va avoir. Ouais. Il y Oui, a moi j'ai eu un cas comme ça, on peut l'illustrer de cette façon-là aussi, un jeune homme qui avait eu une scolarité brillante jusqu'à l'année du bac et qui d'un coup, effondrement. Alors que c'était pas un garçon qui avait, l'habitude de sortir, c'était pas un garçon qui buvait ni qui prenait des drogues ni quoi que ce soit. C'était un garçon très sérieux qui faisait du sport et d'un coup, ses parents ne comprennent pas pourquoi il s'effondre, ses notes s'effondrent, il s'endort en cours, vraiment il y avait une grosse difficulté et il a fallu donc que quelques séances pour comprendre que c'était peut-être, une histoire de haut potentiel. Alors bien sûr lui, enfin je dis bien sûr, c'est pas forcément évident, mais le fait qu'il s'endorme pour moi c'est bien sûr, il y avait un trouble de l'attention qui était là et son haut potentiel avait dissimulé son trouble de l'attention. En fait, personne ne s'est rendu compte qu'il avait un haut potentiel et toute, sa scolarité, il a lutté contre son trouble de l'attention par son haut potentiel. Et seulement, il y a un moment où, c'était plus possible d'équilibrer, c'était plus possible de camoufler et arrivé à l'année du bac où il y avait un surpoids de travail, bah, il n'arrivait plus à suivre et il était complètement débordé, complètement dévasté parce qu'il n'arrivait plus à retrouver ses repères, il ne pouvait plus suivre du tout. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a exploré, qu'on a compris qu'il avait non seulement un profil à haut potentiel, mais également un TDA. Mais ça a été extrêmement bénéfique. Il a eu son bac, tout s'est bien passé, mais il a surtout, adapté la suite de ses études, à la lueur de ce profil-là, avec, un examen plus pointu de ses capacités, de ses difficultés et de ses forces et il a réorienté donc son choix de parcours. mmh. Donc finalement, ce qui est, intéressant pour nous tous, c'est de se rendre compte que le questionnement arrive souvent de l'extérieur et peut émerger, comme on l'a dit, de l'intérieur lorsque et encore c'est l'extérieur, lorsqu'on va avoir, un livre sous les mains, peut-être une conf, un article. Et du coup, cette interrogation, ce questionnement va prendre du temps, va cheminer. Mais peut-être pour clarifier ces questionnements, il me semble un peu important de faire un détour autour de la terminologie. Oui. C'est-à-dire que dans toute la littérature, selon les auteurs, selon les conférences, selon les affiliations d'associations, bref, d'organismes, on a trouvé plein de noms d'oiseaux, enfin d'animaux même, qui ont été donnés, au haut potentiel intellectuel. Et je pense que ça peut être important de clarifier ça, de Oui. comprendre ce qu'il y a derrière. Et tout à l'heure, je commencerai par là, parce que tu as posé, dans ton témoignage, Magali, avec toi-même, le fait qu'au départ, tu pensais que la précocité intellectuelle, c'était, Un avoir justement des potentiels qui s'émergent à l'enfance, durant l'enfance et qui vont se lisser durant le développement. Mmh. Et en même temps, c'est hyper important parce que ce terme de précocité, quand on est développementaliste, comme moi en tant que psychologue développementaliste, c'est exactement de cette manière que ce terme est employé. Pas Mmh. pour la précocité intellectuelle, mais pour parler d'une compétence qu'on dit précoce, c'est-à-dire qui émerge avant l'âge requis Mmh. et qui ensuite va se lisser au fur et à mesure du temps. C'est ça. Donc ce terme, il est porteur en lui-même, déjà d'un biais, OK? Et d'un stéréotype qui est un peu normal. Donc mais c'est pas grave, mais vous allez toujours l'entendre. Sachez simplement que précoce intellectuel, ça ne veut pas dire être précoce quand on est enfant et après on ne l'est plus. Parce que ça, je pense que tout comme moi, tu me le diras, mais on a beaucoup de patients, qui arrivent et qui disent: «Ah mais oui, mais un jour j'ai passé un test quand j'étais enfant, je crois qu'on m'a dit que j'étais précoce, mais bon voilà, c'était quand j'étais enfant». Et Voilà. non, comme tu l'as souligné Magali,
La précocité intellectuelle, HPI, surdoué, zèbre, enfin tous les noms d'oiseaux et d'animaux qu'on va trouver tout à l'heure et qu'on va vous citer, ça veut dire avoir un fonctionnement cognitif différent et ce, depuis qu'on est né jusqu'à notre mort. C'est ça. Donc voilà. Et du coup, c'est important de comprendre les stéréotypes et les représentations qu'il y a derrière les mots qu'on emploie. Oui. On y reviendra, on va voir que c'est une réalité neurophysiologique avant tout, hein, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Moi, je dis souvent, ce n'est pas une fée qui est passée par là avec sa baguette magique. Non, non, c'est une réalité neurophysiologique avant tout. Peut-être on peut commencer par évoquer tous les termes qui sont utilisés et surtout souligner que quand vous entendez les termes de zèbre, de haut potentiel ou HPI, ou de HP pour certains, alors il y en a toute une liste qu'on va vous citer, quel que soit le terme utilisé, on parle de la même chose. Même s'il y a quelques nuances pour certains, mais officiellement, en tout cas, on parle de la même chose. Alors, on parle des HPI, ça vous savez, haut potentiel intellectuel, on parle des hauts potentiels, on parle des multipotentiels parce qu'ils ont cette capacité à réaliser de nombreuses choses dans leur vie ou en même temps d'ailleurs. De douance. On parle de la douance, donc des doués ou des surdoués. On parle des zèbres, et ça c'est Jeanne Siofachin, comme vous l'avez certainement entendu, qui a trouvé cette métaphore en se disant bah, ce sont de drôles de zèbres, peut-être que c'est parti comme ça. Et elle a choisi ce terme parce qu'elle considère que les zèbres sont quand même assez marqués et marquants hein, au milieu des autres animaux. Ils sont vraiment pas comme les autres, on les repère. Ils sont agiles, ils sont très sensibles, ils se déplacent souvent tous ensemble, hein, en troupeau. Et ce que j'aime bien souligner de ce qu'elle dit, c'est ils ont tous des rayures, mais il n'y en a pas deux pareils. Et ça, c'est assez vrai. Donc, ce terme de zèbre, il a contribué à médiatiser le sujet. Et parce que aussi, c'est plus facile de dire je suis un zèbre que je suis un haut potentiel. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui m'ont eu dit non, non, Magali, moi je suis zèbre, mais je ne suis pas surdouée. Et ça me faisait sourire parce qu'on parle de la même chose. Donc, on peut avoir envie de se dire zèbre ou surdoué. C'est sûr que c'est plus facile de dire je suis un zèbre que je suis surdoué. Alors, il y a d'autres termes. Il y a les happy, atypiques personnes. Je ne me souviens jamais comment c'est. Atypique personne, je l'ai quelque part par là. Dans l'intelligence et l'émotion, ça c'est Jean-François Laurent qui intervient aussi souvent à la FEP et qui est en Corse d'ailleurs et qui et donc lui, plus dans le domaine éducatif et dans le management aussi, hein, je crois qu'il intervient. Donc il a appelé les personnes, les personnes atypiques, les atypiques personnes dans l'intelligence et l'émotion, APIE. Voilà pour ce terme-là. Il y a également les caméléons. Hein, on a souvent entendu les caméléons, ça date aussi. Les sentinelles, c'est Olivier Revol qui a parlé de sentinelles. Les phylocognitifs de Fanny Nussbaum, alors là, c'est plus récent et c'est intéressant aussi cette approche parce qu'elle a distingué les profils laminaires des profils complexes en tenant compte des difficultés que l'on peut avoir à savoir si on est en profil homogène ou hétérogène. Emmanuel vous en parlera mieux, ça c'est par rapport au test. Il y a des profils qu'on appelle les profils hétérogènes et d'autres homogènes en fonction des écarts que l'on a sur les indices testés. Je te laisserai le développer, Emmanuel. Donc les phylocognitifs, et il y a aussi plus récemment encore les émotifs talentueux. Les émotifs talentueux, E.T., je trouve que c'est mignon, c'est bien trouvé. Et c'est Nathalie Elsten qui a créé le congrès d'Ouance il y a 6 ans et qui a désigné ces profils-là de cette façon-là, donc les E.T., le congrès d'Ouance que nous vous recommandons et dans lequel nous avons eu l'occasion d'intervenir, Emmanuel et moi. C'est un congrès qui existe chaque année, qui dure une semaine et pendant lequel vous avez une série de conférences. Votre appel. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Merci beaucoup. Ah, c'est peut-être la dernière personne arrivée. Merci, Élise.
Voilà, donc les E.T. Alors bien sûr, il y en a peut-être d'autres. Je pense qu'on a fait le tour de ceux que l'on entend le plus souvent. Les hypersensibles, j'oubliais les hypersensibles. Mais moi, je mets un petit bémol dans les hypersensibles. Je trouve qu'aujourd'hui, on désigne les hypersensibles pour désigner ce profil-là, mais c'est pas que ça. Il y a des hauts potentiels qui ne sont pas hypersensibles. On a tendance à croire que tous les hauts potentiels sont très, très hypersensibles, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et les hypersensibles, il y en a à peu près 20%. Alors, selon les derniers écrits que j'ai trouvés, on parle de un peu plus. Parfois, on parle de 20 à 30% de la population qui serait hypersensible. Donc, tous les hauts potentiels ne sont pas hypersensibles, mais on peut dire qu'une majorité des hauts potentiels sont hypersensibles, mais tous les hypersensibles ne sont pas des hauts potentiels, puisque les hauts potentiels, on les annonce à 2,3% de la population. Donc, ce n'est pas la même chose pour les hypersensibles. Mais depuis quelque temps, il y a une vague comme ça, on désigne ces profils-là comme les hypersensibles. Vous avez pu le voir un peu partout. Voilà pour la terminologie. Vous avez peut-être des questions là-dessus, n'hésitez pas si vous avez des questions, je ne vois pas le… Je vois que depuis tout à l'heure, d'autres termes ou les mêmes, des commentaires se font au niveau des termes, donc c'est Oui, super. très bien. Et je crois que Je ne vois pas là. ce qui est important dans ce que tu viens de poser autour de tous ces termes et en même temps des références bibliographiques que tu donnes pour tout à chacun, et ça c'est hyper important puisque finalement à chaque terme son auteur et son interprétation. Oui. Il y a quelque chose d'essentiel, c'est bien de prendre conscience, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette conférence, Magali et moi, qu'il y a un socle commun que l'on va évoquer juste après. Un socle commun qui est essentiel de prendre conscience parce qu'à l'heure actuelle, autour de la précocité, et ce qui est normal, il y a beaucoup de médiatisation qui sont faites. Et dans cette médiatisation, il va y avoir aussi plein de choses qu'on entend, comme des personnes qui, tout d'un coup, vont dire on n'a pas besoin de passer un test pour être au potentiel. Il y a des personnalités au potentiel, il y a des personnalités ceci, cela. Je crois qu'à un moment donné, il est important de revenir aussi sur des bases. Là, on ne parle pas de personnalité au potentiel, on parle de profil cognitif qui est une neuroatypie développementale. Et c'est ça qui est le socle commun de toute cette terminologie. Donc, cette neuroatypie développementale, comme tu l'as précisé, ça concerne 2,1% de la population. C'est pas beaucoup. Alors, c'est bizarre parce qu'on se dit, on en entend parler beaucoup, et puis autour de moi, j'ai peut-être beaucoup de personnes, ou je vois peut-être beaucoup. C'est entendable. Et à ça, beaucoup d'explications et d'interprétations se font. L'idée, c'est bien de prendre conscience que, quel que soit le terme qu'on emploie, on parle bien de cette neuroatypie développementale. Mais c'est aussi de prendre conscience que dans la littérature, beaucoup de livres qui ont été écrits, et heureusement d'ailleurs par des cliniciens, ont finalement généralisé ce qu'ils ont vu au sein de leur cabinet, c'est-à-dire des patients qui avaient des troubles associés parfois à leur haut potentiel, comme on en a évoqué certains, un trouble de l'attention, peut-être des dyspraxies visio-spatiales, mais aussi peut-être des troubles mentaux ou des troubles d'autres neurodéveloppementaux, peu importe. Et finalement, il y a eu des classifications en termes comportementaux qui ont été érigées dans les livres qui va faire que les gens qui ont des troubles, d'accord, vont avoir l'impression de se retrouver dans ces profils à haut potentiel, ou comme tu l'as très bien évoqué Magali, une sorte d'association d'hypersensibilité avec le fonctionnement HPI. Ça, c'est compliqué parce qu'on entend beaucoup dans notre clinique, mais moi, je pense que je suis hypersensible, mais pas au potentiel, ou j'ai retenu ça dans les livres, l'hyperémotivité et l'hypersensibilité, ou au contraire, des fois, des personnes qui ne sont pas dans l'hypersensibilité qui disent j'ai lu les livres sur la précocité et je ne le suis pas parce que moi, tout ce qui est hypersensibilité, je n'ai pas l'impression de l'être, ou l'hyperémotivité. Donc, c'est important pour vous de le comprendre, puisque là, on est vraiment sur les questionnements. Notre objectif, c'est d'arriver à ce que ce soit clair pour vous. Et que le haut potentiel intellectuel, c'est une base au niveau du développement cognitif qui n'exclut pas d'avoir des troubles associés. Ça, c'est une première chose, et qui peut inclure ou pas d'avoir effectivement une hypersensibilité. Donc,
on peut aller sur ce socle commun dont tu parlais tout à l'heure, Magali, justement pour continuer à affiner notre connaissance et nos questionnements autour du haut potentiel. Moi, je ne sais pas ce que tu en dis. Si, tout à fait. Peut-être parler rapidement de cette réalité neurophysiologique. Moi, Ouais. j'aime bien l'expliquer très, très simplement parce que je ne suis pas du tout scientifique et j'aime bien comprendre les choses de façon simple. C'est une amygdale qu'on a au milieu du cerveau qui est chargée de réguler nos émotions. Et cette amygdale, dans le cerveau des hauts potentiels, des phylocognitifs, des IT, appelez-les comme vous voulez, moi, je dis souvent haut potentiel ou HPI parce que c'est le terme le plus utilisé. Eh bien, en fait, cette amygdale, elle est, paraît-il, plus importante que chez les autres personnes et elle va donc provoquer cette hypersensibilité, souvent, en tout cas une hyperesthésie. C'est-à-dire une capacité à ressentir les choses plus grande que la plupart des gens. Donc, ce n'est pas forcément sur tous les sens, ça peut être sur un sens en particulier ou deux ou trois, ou tous les sens, mais on se trouve avec des personnes qui effectivement sont très sensibles au bruit, sont très sensibles à la lumière, sont très sensibles aux odeurs, sont très sensibles, etc. Et avec cette hypersensibilité, donc là on parle plus de l'émotionnel, qui est plus ou moins présent selon les individus. Donc il y a cette amygdale qui est en cause. C'est ce qu'on a mis en évidence dès le départ. Et des recherches plus récentes ont permis d'observer, grâce à l'imagerie médicale, qu'il y avait des connexions neuronales plus nombreuses et plus rapides. Ce qui, En fait, oui, je te laisse ouais. apporter plus de Là-dessus, précision. c'est sur la gaine de myéline. C'est ça. En fait, la gaine de myéline, c'est comme si il y avait une gaine d'un réseau électrique qui permet de conduire beaucoup plus rapidement l'électricité, le message électrique, d'accord, d'un neurone à l'autre. Et cette gaine de myéline, tout le monde en a, heureusement. Mais effectivement, des études scientifiques ont montré que chez les HPI, il y avait une myélinisation plus grande de certaines aires cérébrales qui expliquerait en fait finalement une vitesse de conduction de l'influx nerveux qui serait plus élevée, donc une vitesse forcément de transmission, de traitement de l'information. Mais ça induit aussi dans cette myélinisation le fait qu'il y ait beaucoup plus de consommation de magnésium et de certains oligo-éléments parce que le système il fatigue un petit peu plus. Les études aussi ont montré qu'il y avait une durée de sommeil paradoxal qui était plus élevée chez les HPI que le reste de la population. D'accord. Qu'est-ce qu'on a pu voir aussi? Une maturation accélérée des lobes frontaux, donc ceux qui se situent ici, et qui participent à tout ce qui va être la compréhension des règles sociales, des régulations de normes. C'est aussi pour ça qu'ils sont peut-être hyper caméléons. Mhm. D'accord. Donc, on commence à avoir de plus en plus d'études de neurosciences qui montrent d'un point de vue physiologique les différences qu'il peut y avoir entre les personnes qui sont HPI de celles qui ne le sont pas. Mhm. Ça, c'est tout l'aspect neuro. Mais au-delà de l'aspect neuro, il va y avoir surtout un aspect cognitif et puis un aspect comportemental qu'on peut regarder plus dans les livres. Peut-être je peux te laisser parler des aspects comportementaux et puis venir, moi, à parler de cet aspect cognitif qui va nous conduire finalement à cette question que j'entends, Marie, que tu as posée et qui est tout à fait juste, à savoir, c'est sous le regard d'un professionnel que le doute va se dissiper. Mhm. OK. Alors, je ne sais pas si on commence par là, j'étais en train de me dire, donc au-delà de ce fonctionnement, ce que l'on peut se dire immédiatement, c'est que comme vous l'avez compris, ça influence nos relations, ça influence notre façon d'être au monde quand on est comme ça. Ça va forcément avoir un impact sur notre façon de réagir. C'est Flaubert, hein, c'est Gustave Flaubert qui dit je suis doué d'une sensibilité absurde, c'est ça. Ce qui vous Ce qui érafle égratigne, les autres. moi, me déchire, c'est ça. Hein, à un mot près, je crois que c'est ça. Ce qui vous égratigne, moi, me déchire. Hein, un truc comme ça.
Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que chez ces sujets-là, quelque chose qui pourrait être vécu comme hop, un petit sursaut, et bien chez un HPI, ça va être un tremblement de terre. Et donc aussi bien dans les émotions que dans la réalité. Donc tout ça va forcément provoquer des relations et une relation aux autres assez particulière, et tout le monde a du mal, y compris les personnes concernées et ceux qui sont autour, parce que parfois on ne comprend pas bien. Mais ceci dit, ce que je voudrais ajouter avant de poursuivre dans le détail de ce dont on parle, c'est qu'il y a plusieurs catégories dans ces HPI. Nous, on va parler forcément plus facilement de ceux qui viennent jusqu'à nous en cabinet. Mais il y a des HPI qui vont très bien. Il y a des HPI qui s'ignorent, qui ont une vie tranquille, où ils vont trouver leur place, où ils vont s'épanouir dans quelque chose qui vraiment leur plaît, et ils sauront peut-être même jamais qu'ils sont HPI, ou même s'ils le savent, ils n'en tiennent pas compte, et puis tout va bien. Donc, les trois catégories dont je parle, ce sont ceux qui vont très bien, effectivement. Bon, ben voilà, ils sont, on va dire, dans une vie qui leur convient, dans un milieu qui leur convient aussi, parce qu'en fait, après, la façon dont ils vont évoluer, et on en parlera peut-être un peu plus tard, va faire qu'ils vont se trouver en plus ou moins grande difficulté. Donc, il y a le milieu, il y a l'éducation, il y a ce que l'on va faire de cette précocité ou de ce haut potentiel. Donc, il y a ceux qui vont avoir une trajectoire plutôt agréable et facile. Il y a ceux qui vont avoir un peu plus de difficultés, mais qui l'un dans l'autre vont quand même tirer la épingle du jeu, qui vont, s'ils ne s'éclatent pas, par exemple, dans leur parcours professionnel, vont trouver des activités qui vont leur plaire et leur permettre de s'épanouir à côté, qui auront peut-être des périodes de vie un peu plus difficiles, mais qui vont arriver à s'équilibrer. Donc, ceux-là, ils arrivent assez bien à se développer, à s'épanouir, malgré peut-être quelques périodes de vie ou quelques points particuliers. Mais par contre, il y a un troisième tiers qui, lui, est plus en difficulté. C'est souvent celui qu'on a aussi dans nos cabinets, mais pas que, qui va vivre une frustration à ne pas trouver sa place. Ça, c'est le HPI qui vraiment n'arrive pas à trouver sa ligne, il n'arrive pas à trouver sa direction, il n'arrive pas à trouver quelque chose dans quoi il s'épanouit vraiment ou ce qu'il voudrait. Il y a une grande insatisfaction, et il y a surtout un bouillonnement intérieur à sentir qu'il a des aptitudes, mais qu'il n'arrive pas à s'en servir, ou qu'il ne trouve pas un moyen pour les exprimer et pour vraiment trouver sa place. Et ceux-là sont vraiment en souffrance, et ça peut aller très loin, puisque, bon, bah, bien sûr, on a vu des cas comme ça, hein, de personnes qui en arrivaient à se suicider parce qu'elles étaient tellement dans ce mal-être et dans cette difficulté de non seulement ne pas se sentir bien, mais en plus ne pas se sentir comprises, qu'à un moment donné, ben, c'était insupportable. Et parfois, certains ont traversé tout ça sans même savoir qu'ils avaient un profil atypique. Je crois d'ailleurs que c'est ça qui a décidé Cécile Bost un jour de s'intéresser au sujet de façon plus pointue. Cécile Bost, qui a écrit 2 ouvrages qu'on vous recommandera. Elle a perdu un ami comme ça qui s'est suicidé, et elle a compris au travers de cet événement comment il fonctionnait, qui il était, et c'est ça qui l'a mobilisée sur le sujet, et elle a décidé de s'investir et de comprendre, et elle a vraiment été quelqu'un de très important pour la médiatisation et la compréhension du sujet. Voilà, donc je voulais préciser ça, hein. C'est important de se dire, il y a des HPI qui vont très bien, il y a des HPI qui vont très mal, et puis il y a ceux qui sont au milieu, on va dire comme ça. Vous avez quelques questions avant de poursuivre, ou non? Ça va? Non, On continue? très bien. Et du coup, par rapport à ce qu'on était en train d'expliquer, effectivement, le questionnement, là, on a posé un socle un peu au niveau de la neuroatypie, du fait que être HPI, c'est avoir une neuroatypie développementale. On a posé des lignes de trajectoire, on a posé des comportements. Mais il est vrai que quand bien même le doute persiste, d'accord? Et c'est ça qui est un peu le fil conducteur, du questionnement autour, du haut potentiel, que l'on soit adulte, ado ou enfant, mais j'ai envie de dire peut-être plus adulte et ado, c'est le doute. Donc, on peut lire des livres, on peut aller voir des conférences, on peut se gaver de plein d'informations. Certains vont avoir, un déclic, ne pas être dans le doute, OK? C'est-à-dire se dire: «Mais voilà, mais ça, c'est moi».
et c'est la révélation et il y a une appropriation complète du profil avec une vraie libération de la personne et ça, ben, tant mieux, c'est parfait. Mais en tout cas, ce que nous, on a en cabinet, c'est ceux qui doutent, donc on peut parler de cela et clairement, ben, le doute, peut-être tenace, c'est prendre du temps. Tu le témoigneras, je pense, autant que moi, Magali, mais clairement, on peut parfois avoir des patients qui vont prendre 1, 2, voire 3 années avant de passer le cap d'aller, se tester parce que pendant tout ce temps, ils vont, piocher des informations, se réajuster avec peut-être leur faux self, peut-être avec leurs souffrances, peut-être avec leurs blessures, peut-être avec leurs difficultés aussi et surtout, je crois derrière, les stéréotypes que l'on colle autour des mots. Parce que bien souvent, on entend dans les doutes: «Ah non mais moi, non mais moi je peux pas être haut potentiel intellectuel. Enfin, j'ai pas cette intelligence-là, moi j'étais nulle à l'école». Ou encore, on peut entendre, et ça beaucoup de la part des femmes: «Non, mais moi, j'ai une intelligence émotionnelle, mais j'ai pas cette intelligence, d'expression, logique, scientifique, normée. Non, je pense pas que je sois au potentiel». Parce que ces femmes auront collé peut-être une image paternelle, ou pas d'ailleurs, mais peut-être plus d'un masculin, où l'intelligence, c'est avoir une intelligence insensible, froide, logique. Elles ne se retrouvent pas dedans. D'autres encore vont douter parce que, derrière, ils auront connoté qu'être au potentiel intellectuel, ce serait comme être supérieur aux autres. Même si dans tous les livres, on s'en défend. Même si bien sûr, dans les conférences, on dit: «Non, non, non, c'est pas ça». Il n'empêche que dans l'inconscient collectif, il y a cette association de supériorité et ça fait peur. Donc des gens qui disent: «Ah non, mais moi je ne vais pas me surestimer, non c'est pas possible, non je ne le suis pas». Oui, Il faut donc ils vont dire, si j'étais surdouée, si j'étais à haut potentiel, j'aurais une autre vie que celle que j'ai, j'aurais réussi, hein, pour certains, ça passe par la réussite, ou intellectuelle ou financière ou sociale, enfin, or, non, c'est pas une question qui se pose de cette façon-là. Et moi, je me souviens d'un exemple, une personne donc que j'accompagnais qui, me dit à un moment donné: «Non, non, mais Magali, moi, j'ai regardé, hein, j'ai vu tout ça, OK, j'ai regardé tous les critères, hein, je coche toutes les cases. Mais par contre, il y en a une que je coche pas, c'est que je suis pas intelligente. Je suis comme ça, mais je suis pas intelligente. Donc, vous voyez, il y avait vraiment quelque chose qui était autour de je veux pas dire que je suis intelligente ou je veux pas dire que je suis plus que les autres parce que se dire intelligent, ça veut dire se sentir supérieur. mmh, Donc, ça m'avait amusé la façon dont elle présentait les choses. Et d'ailleurs, bon, on en reparlera au niveau des tests. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question du fonctionnement de l'intelligence. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas HPI, qui sont très intelligents. Mais c'est une question de fonctionnement de l'intelligence, de comment on pense et comment on pense autrement par rapport à la norme, on va dire. J'aime pas trop dire à la norme, mais par rapport à un plus grand nombre de personnes. Donc, oui, on a plusieurs attitudes comme ça et très souvent, il leur faut du temps pour s'approprier cette idée, il leur faut du temps pour sortir du doute ou on sort jamais peut-être du doute vraiment. Moi, je me souviens d'une jeune ado qui un jour, je ne sais plus comment ça s'était passé, elle a dit à ses parents à un moment donné: «Mais vous l'avez payée la psy pour qu'elle vous donne un bilan, comme ça et dire que j'étais HPI?» Elle ne voulait pas croire malgré le bilan qu'elle avait sous les yeux qu'elle était HPI. et et là tu parles du doute après le test, donc Après le des fois test. ça maintient, mais je reviens du doute avant. Oui, Il bah, y a il aussi, y a même les 2, il y a les 2. et il y a les doutes de dans ça, le doute et ça dans ce cas-là, il faut le travailler en thérapie. Mais il y a aussi un doute qui est important, j'aimerais juste revenir dessus d'avant le test. C'est, les personnes, et c'est normal, qui ont souffert dans leur vie, qui rencontrent des difficultés et qui, en lisant les livres, sur la précocité, dans les conférences, peu importe, tout d'un coup trouvent peut-être l'hypothèse de la source de leur mal-être. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que quand on va lire, quand les gens vont lire les livres ou voir les conférences, ils vont retisser leur histoire sous un autre angle, en disant: mais peut-être que ah mais cette souffrance sociale, peut-être que cette souffrance que j'ai ressentie là, à tel endroit, des difficultés au niveau scolaire et cetera, peut-être que c'est ce fonctionnement HPI, des difficultés dans les relations amoureuses, bref. Sauf que vous imaginez bien,
que le doute est encore plus fort et ça, on le reçoit ensemble à Magali, beaucoup au cabinet. C'est-à-dire des personnes qui me disent: «Oh, OK, je doute, peut-être je pense que je suis HPI, mais peut-être pas et puis surtout, j'ai trop peur d'aller passer le test parce que et si je ne le suis pas? Qu'est-ce qui va expliquer ma souffrance?» Ça, c'est oui, ce fameux ascenseur émotionnel, mais c'est plus que l'ascenseur émotionnel. Derrière, on a vraiment quelque chose de l'ordre de la faille narcissique, aussi qui est important de les travailler. Mais voilà, le doute, ça va jusque-là. Mhm. Donc c'est un travail qui va prendre du temps et c'est pour ça aussi qu'à des moments, c'est important de le poser avec des thérapeutes, parce que c'est aussi les thérapeutes qui vont vous accompagner à lever le doute. Mhm. Et justement, ce que tu dis m'amène à faire le lien avec ce qu'on voulait présenter avec vous, exposer avec vous, c'est toutes ces étapes, en fait, ce sont les étapes qui sont nécessaires pour avancer avec cette réalité ou avec cette découverte. Parce que il y a ce temps de la découverte qui peut arriver de différents canaux, comme on l'a évoqué. Une fois qu'on a découvert, ben, on essaie de savoir de quoi il s'agit. Alors, on va lire, on va se documenter, on va écouter, on va en parler, on va apprendre un maximum d'informations. Mais à partir de là, il va falloir cheminer et tout seul, c'est difficile parce que tout seul, on n'arrive pas bien à dire c'est ça, c'est pas ça. Alors, il y a le doute dont on parlait, bien sûr, et ce doute, il peut aller très, très loin parce que malgré le fait de connaître les critères, les caractéristiques que l'on peut évoquer et qui permettent de repérer ce haut potentiel, il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas des caractéristiques très, très simples qu'on va évoquer et qui pourtant sont là. Elles ne peuvent pas se reconnaître avec ça alors que ça crève les yeux. Et on pourra évoquer plusieurs cas comme ça, hein, quand on parle de la mémoire, quand on parle je sais plus, de tous les il y a plein d'exemples qui vont me venir au fur et à mesure que je vous le dirai. Mais, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe autour je veux pas le voir parce que ça me paraît tellement évident, j'ai tellement l'habitude d'être comme ça que je me rends même pas compte que, bah oui, ça pourrait être moi, quoi. Mmh. Donc tout ce qu'on est en train d'évoquer, hein, ce cheminement, il est important. Comme tu l'as dit, on part du questionnement qui arrive par différents canaux et souvent, ce qui va venir, c'est à la fois une temporalité et une temporalité qui est nécessaire à l'intégration, qui est nécessaire pour faire face au doute, alors parfois au déni, mais on est vraiment plus dans le cadre du doute quand on a quand même le questionnement, c'est là. On peut avoir une forme de déni, pourquoi pas, hein, comme je vois, dans la discussion. Mais, c'est ce qui va nous amener en tout cas à un moment donné, se confronter au réel. C'est-à-dire que dans tous les cas, s'il y a doute par rapport à ce questionnement, il va être fondamental d'aller vers le test. Donc moi, je suis ni pour ni contre de passer les tests. Je crois qu'un test, ça se fait passer à un moment donné où on a besoin de retrouver des clés dans sa vie. Bien sûr, ça demande du courage et ça, c'est certain. C'est-à-dire que dans mon cabinet, quand je fais passer des tests, j'ai pas un adulte qui n'arrive pas angoissé. Alors certains qui arrivent un petit peu à mettre, de la distance, mais beaucoup, jouent des choses à travers le test. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vraie confrontation à des hypothèses, une vraie confrontation aussi à leur réalité cognitive et ben, ça peut être angoissant et ça peut faire peur. Donc tout ce temps jusqu'à la confrontation du test, c'est un temps qui est pas perdu, c'est un temps d'élaboration, c'est un temps qu'il faut accepter, hein, qui est nécessaire, comme on l'a évoqué avec Magali. Oui, c'est un temps qui est indispensable et trop souvent, j'ai des personnes qui, m'appellent et me disent: «Ben voilà, on m'a dit que, j'ai lu ça, je pense que je suis au potentiel. Je pense que je suis au potentiel», mais de façon assez, déterminée et qui me demandent vite une adresse pour aller passer un test. Et là, j'ai toujours un peu peur quand je vois des personnes qui fonctionnent comme ça parce que c'est vraiment la course à ce test. Alors parfois, pour certaines personnes, ça peut être bien, très bien, OK, ils passent le test, ils savent et puis bon, il y a des choses qui se passent. Mais le test en lui-même, c'est pas la clé. C'est une clé, mais ça n'est pas la clé. Heu, Avant d'aller vers le test, il y a d'abord, comme on le disait, à comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est?
Parce que bien souvent, il y a des gens qui vont passer des tests en étant restés dans un cliché de tout ce qu'on a évoqué, de cette supériorité, de cette forme d'intelligence, des choses qui ne sont pas vraiment la réalité, qui restent vraiment trop dans les clichés. Et à partir de là, il y a vraiment un cheminement nécessaire. Et ce cheminement nécessaire, il commence par se documenter. Moi, j'insiste toujours là-dessus. Euh, Quand quelqu'un arrive avec cette hypothèse ou quand c'est moi qui propose l'hypothèse à un moment donné, parce que ça peut être ça aussi, il y a des personnes qui ne l'identifient pas, eh bien, il est important de poser les choses, de savoir où on va, de savoir de quoi il s'agit, de se préparer si il y a nécessité de passer un test ou l'envie de passer un test, à pourquoi je passe ce test. Et la première question que je pose, c'est, ou l'ensemble de questions que je pose, c'est où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je consulte à ce moment-là? Est-ce que je consulte par rapport à cette idée que je suis peut-être au potentiel, ou est-ce que je consulte par rapport à autre chose? Qu'est-ce qui est prédominant dans ma démarche? Est-ce que c'est ma situation de vie? Et à partir de là, on va peut-être avoir plus de clarté si on pense qu'il y a cette hypothèse de haut potentiel, parce que ça permettra bien sûr de mieux déplier. Mais le plus important, c'est quand même toujours l'histoire de la personne, là où elle en est, quelle est son histoire de vie, quelle est son histoire familiale, quel est son parcours, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qui, à un moment donné, peut-être dysfonctionne dans sa vie, ou comment elle a envie de s'épanouir autrement, quels sont ses objectifs. Et c'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte avant de se diriger, lui en tête, vers on passe le test pour savoir. Alors après, chacun va sentir si c'est le moment ou pas. Comme disait Emmanuel, il y a des gens qui mettent des années. Hein, tu as dit 3 ans, moi j'ai des personnes qui attendent plus que ça et qui ont attendu plus que ça. Et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de le passer. Parce que pour elles, ça a été quelque chose de latent qu'on leur disait, qui était là dans leur vie. Et à un moment donné, quand on en parle, quand on le pose, eh bien, c'est bien. C'est une clarté supplémentaire, c'est quelque chose qui est juste, ça leur fait du bien de le savoir, mais j'ai eu quelques cas comme ça de personnes qui m'ont dit non, mais je n'ai pas besoin d'aller passer le test, c'est bon, je sais que je suis comme ça, et ça m'éclaire, c'est bien, et ça me donne une direction et je suis bien avec ça. Et effectivement, elles n'ont pas passé de test, et puis les choses vont bien, et voilà. Donc, c'est vraiment une question très personnelle et c'est pour ça qu'il est préférable d'être accompagné, bien évidemment, de ne pas faire ce chemin tout seul parce que on ne sait pas trop quoi en faire. Et j'ai souvent des personnes d'ailleurs qui me disent, bon voilà, j'ai passé le test et après j'en fais quoi, hein? Voilà, j'ai souvent cette réaction-là. Oui, mais le test en lui-même, il ne sert pas à grand-chose. Le test, c'est avant et après qu'il va être utile, hein. Et Mais dans tous les... il n'est pas toujours utile de le passer. Vas-y, je t'écoute. Oui, mais dans tous les cas, on est bien dans le thème de la reconnaissance. C'est-à-dire que là, on vient de glisser, d'accord, du Voilà, questionnement à la reconnaissance. Et ce qu'on appelle être la reconnaissance, c'est une reconnaissance qui, comme tu l'as cité Magali et comme on l'a posé, va être une reconnaissance d'un professionnel, d'un thérapeute, qui va dire, ben voilà, en fait, je pense effectivement qu'on est dans ce type de profil. Et c'était la reconnaissance que la personne venait chercher et qui finalement va faire du bien. Et c'est celle-ci qui importe, ok? Et puis, il va y avoir une autre reconnaissance qui est la reconnaissance du test. voilà. Donc, on est vraiment là-dedans. La reconnaissance que le professionnel va poser, soit en objectivant par un test, soit en objectivant par sa clinique. Mais dans tous les cas, ce que la personne toute venante, c'est-à-dire nous tous, quand on n'est pas thérapeute, quand on cherche, quand on se questionne sur le haut potentiel, on va venir à un moment donné chercher de la reconnaissance. Et c'est normal puisque ça a été tapis dans l'ombre pendant tellement d'années. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne l'a pas reconnu, notre entourage ne l'a pas reconnu. Donc, à un moment donné, on a besoin de le déposer quelque part pour que ce soit reconnu. Donc, c'est de ça dont on parle, du questionnement à la reconnaissance. Et tant qu'on ne passe pas à cet acte d'objectivation de reconnaissance, eh bien, on reste avec son questionnement, ce qui est légitime. D'accord? C'est cette fameuse question existentielle de philosophie. On a besoin de l'autre et en même temps, on a besoin d'être avec soi-même. Mais l'autre nous aide aussi à objectiver. Après, ça dépend de quel autre. C'est pour ça que Magali et moi, on pose un autre thérapeute parce que ça va être ce genre de professionnel qui va venir reconnaître. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui va venir soulager, vous soulager en fait dans le questionnement.
Donc peut-être avant de reparler du détail ou un peu plus en tout cas des tests et de la période de test et de ce que l'on en fait et de comment ça se passe peut-être un petit peu, on va parler du socle commun, hein, des éléments qui sont là et qui nous permettent de dire à un moment donné, tiens, est-ce qu'on penserait à du haut potentiel et est-ce que ça correspond à ce profil que l'on observe. Donc, on peut regarder les éléments et les caractéristiques qui font ce haut potentiel, les principales en tout cas, celles qu'on retrouve très très souvent et que vous connaissez sans doute. Donc, on a déjà parlé de l'hypersensibilité. Donc ça, c'est bien évidemment quelque chose qui est souvent présent. L'hyperesthésie, hein, donc les sens très développés, ça on en a parlé. Et je donne souvent cet exemple de la personne qui va au restaurant et qui discute avec la personne avec laquelle elle vient déjeuner, par exemple, mais qui en même temps est capable d'entendre et de suivre les conversations de droite et les conversations de gauche, et d'entendre ce qui se passe dans la salle, et d'entendre la musique de fond, et d'entendre le bruit des assiettes, et d'être attentif. Alors vous me direz, tout le monde entend tout, oui, mais quelqu'un qui a ce fonctionnement-là, qui a ce profil à haut potentiel, il absorbe tout. Et c'est là que ça change. C'est-à-dire qu'il est capable de tout capter en même temps, mais il ne peut pas s'empêcher, il ne peut pas se couper, il ne peut pas se mettre à distance. Il prend tout comme une éponge. Et c'est ça qui est difficile parce que bien souvent, ben, si vous vous trouvez dans la situation que je viens d'évoquer, vous ressortez du restaurant, vous avez l'impression d'être passé dans une machine à laver et vous avez dépensé énormément d'énergie, vous êtes vidé, vous êtes épuisé. Tout le monde n'a pas cette réaction-là. Donc voilà, c'est un exemple et vous en trouverez certainement d'autres. Donc, ce sont des personnes qui sont très, très attentives à tout ce qui fait leur environnement, à tout ce qui les touche de près ou de loin d'ailleurs. En tout cas, c'est ça qui est assez présent. Donc, l'hyperesthésie. Ensuite, on voit très souvent la pensée en arborescence, dont on parle beaucoup, hein. C'est cette capacité à faire des associations. Hein. D'ailleurs, moi, je me souviens d'avoir lu quelque part que c'est l'un des… Emmanuel, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais c'est l'un des points les plus importants quand on fait passer des tests. Cette capacité d'association, c'est un des points qui dit bah, vraiment, selon la note qu'obtient la personne dans ces tests, dans ce passage-là des tests, on dit bah, là, vraiment, c'est un signe qu'il y a du haut potentiel dans l'air. La capacité à associer. J'avais entendu ça ou j'avais lu ça. Donc, cette pensée en arborescence, c'est exactement ça, c'est qu'une idée, on amène une autre, on amène une autre, on amène une autre, on amène une autre, et bien souvent, ben, on se perd parce que l'esprit va très vite, on passe d'un truc à l'autre, ou même dans la réalité, je donne souvent cet exemple, on passe d'une pièce à l'autre, on est en train de faire quelque chose dans une pièce, on décide de ranger quelque chose dans la salle à manger, par exemple, on sort les placards, on ouvre, on trie, et on tombe sur quelque chose qui va dans le garage. Alors, on va ramener cette chose-là dans le garage, et puis dans le garage, on tombe sur quelque chose qui traînait là, puis on a envie de le ranger, puis on se met à le ranger, et puis le temps passe, et puis 2 heures après, on dit mince, mais j'avais entrepris de ranger quelque chose dans la salle à manger. Voilà, on ne voit pas le temps passer, et puis on fait X choses comme ça vient. On se laisse aller au fil des idées, au fil des ressentis. Et c'est pareil dans la tête tout le temps. On a une idée qui amène à une autre, qui amène à une autre, qui amène à une autre. Donc, quand 2 personnes HPI se rencontrent et ont ce fonctionnement-là, il faut mettre des drapeaux un peu partout pour se repérer et savoir où on en est. Donc, l'arborescence de la pensée, si elle est bien canalisée, si elle est maîtrisée, c'est pas mal. C'est un atout parce que, bien sûr, ça permet une grande créativité aussi. Donc, l'arborescence de la pensée, c'est quelque chose qui est à noter dans les caractéristiques. Il y a également la vision globale, c'est-à-dire qu'on a cette capacité, quand on est comme ça, à immédiatement scanner une situation. Alors, je fais ça parce que ça peut être du concret, du vécu, du matériel, mais ça peut être une situation aussi intellectuelle. Hein. On peut penser les choses d'une façon globale et détaillée. Donc, on voit tout dans les moindres détails. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu évoquer si vous avez vu la série il y a quelques mois, la série HPI qui est passée à la télévision, dans laquelle il y avait cette femme qui rentrait dans la police et qui était très efficace parce qu'en fait, sur une scène de crime, elle voyait les moindres détails, elle allait trouver le petit truc, façon Monsieur Colombo, pour ceux qui ont connu, de trouver le petit détail qui allait permettre de comprendre ce qui s'était passé. Donc, ils ont, les HPI, cette capacité à voir les choses de façon globale et détaillée. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi très, très positif dans certaines situations. Qu'est-ce que j'oublie?
la mémoire, une grande capacité mémorielle. Alors, parfois, vous allez dire, bon, je n'ai pas une grande mémoire, moi, parce que vous avez toujours pensé comme ça, donc vous n'imaginez pas que votre mémoire est plutôt exceptionnelle. Et beaucoup de HPI me disent, mais non, j'ai pas de mémoire, moi. Et puis finalement, dans la réalité, on se rend compte qu'ils ont une mémoire extrêmement puissante et précise. Le perfectionnisme, ça, on en a déjà parlé, mais ça fait partie des caractéristiques et à la fois des conséquences des caractéristiques, hein, parce que je dirais que cette capacité à voir les choses de façon très détaillée amène forcément une certaine exigence, parce que quand on voit les choses en détail, ben, on ne peut pas se contenter de moins. Donc, ça emmène, tu n'es pas d'accord, Emmanuel? C'est là que je suis pas d'accord. Si je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je poserai l'hypothèse du perfectionnisme autrement. Je Mhm. pense, enfin, à mon sens, le perfectionnisme des HPI tient lieu de l'hyper-contrôle. Aussi, Parce aussi. que beaucoup d'HPI ne supportent pas de ne pas contrôler et donc se coupent de la vie en se faisant croire qu'ils peuvent tout contrôler. Et sauf que comme ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout contrôler, ils sont encore plus exigeants avec eux-mêmes et plus perfectionnistes. Et je pense, à mon sens, que c'est plus là-dessus. Mais... Mhm. Moi, je dirais qu'il y a un peu des deux, hein. J'aime bien. Je pense que dans les situations, en tout cas, je le vois beaucoup, hein, dans la façon dont réagissent les uns et les autres, de vouloir qu'une situation soit précisément comme ça parce qu'ils ont cette capacité à avoir fait le tour de tous les détails et ils ne veulent pas que ça soit autrement. Bon, voilà. Mais ça peut être en tout cas des hypothèses posées et ça peut vous éclairer sur pourquoi je suis perfectionniste, pourquoi je veux que tout soit parfait, pourquoi je veux pas. Ben, il y a cette histoire aussi dont on parle souvent, de cette peur de l'échec qu'ont les HPI. Une peur terrible, vous allez me dire, mais tout le monde a peur de l'échec, bien sûr. Mais chez eux, ça peut être handicapant, cette peur de l'échec. C'est souvent aussi ce qui les amène à procrastiner, notamment. C'est encore un sujet, je ne vais pas rentrer dans tous les détails tout de suite, sinon on peut être là jusqu'à demain matin. Mais en Euh, tout cas, tout ce que tu poses au niveau de ces caractéristiques, Magali, en fait, c'est les caractéristiques comportementales qui sont issues des caractéristiques cognitives, donc oui. spécifiques au HPI. On parle de socle commun, de ce fameux socle commun. Et ce socle commun, c'est ce que tu poses et c'est ce qu'on va voir et observer dans les tests. D'accord? Et Oui. c'est pour ça que finalement, ces tests sont intéressants. C'est qu'on va venir mesurer des compétences cognitives variées et que l'on va objectiver par rapport à la norme. Donc, c'est ce qui va nous permettre de voir est-ce qu'il y a un haut potentiel intellectuel ou pas, puisque ce que l'on va observer, effectivement, ça va être de tester le cadre associatif, que l'on appelle la catégorisation dans un jargon plus cognitif, dans cette capacité à mettre en lien les informations entre elles. Et finalement, tout le monde a une pensée en arborescence, mais ce qui va faire la différence avec les HPI, c'est que la simultanéité de connexion entre les branches et l'intensité de connexion, c'est-à-dire, comme on le posait tout à l'heure avec la gaine de myéline, c'est-à-dire la rapidité de connexion entre les informations est beaucoup plus grande que la majorité des gens. Donc, c'est ce qui, effectivement, confère d'un point de vue comportemental ce que l'on entend beaucoup et ce que vous lirez dans les livres, c'est-à-dire une pensée qui ne s'arrête jamais, qui est tout le temps alimentée et que quand on ne l'alimente plus, elle s'auto-alimente toute seule d'ailleurs. Et qu'il est difficile de trouver le fameux bouton off. C'est ça. Ce comportement, d'ailleurs, a plein de dérives et nous, on le voit aussi au niveau professionnel, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc, on a effectivement ça. On va observer tout ce qui va être le domaine du logico-mathématique. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi beaucoup chez les HPI, cette capacité à structurer aussi les informations, à déduire. On va observer une capacité, comme tu l'as posé, d'observation dans le global et dans le détail, qu'on appelle en fait la capacité de généralisation. C'est-à-dire cette capacité à pouvoir extraire des informations, des règles très rapidement d'une situation et plus rapidement que les autres. Donc, d'un point de vue comportemental, ça se manifeste beaucoup, notamment chez les adultes, par on arrive en réunion, le problème de la réunion se pose, les HPI font ça, ils proposent la solution et tout le monde dit mais non, pas du tout. Et tout le monde va discuter pendant 1 heure ou 2 dans la réunion et à la fin, quelqu'un dit ah, mais la solution, ce serait ça, alors que la personne HPI l'a dit avant. Et pendant toute la réunion, la personne HPI se dit oh, mais il y a peut-être un truc que je n'ai pas compris, peut-être que je n'ai pas été attentive, peut-être que c'est moi qui suis lente. Bref, il va y avoir toute cette remise en question qui va venir. Okay.
parce que cette capacité de généralisation se fait plus rapidement que les autres. Et du coup, souvent, les HPI ne comprennent pas pourquoi les personnes qui ne sont pas HPI d'ailleurs ne généralisent pas aussi rapidement qu'elles. Et si elles ne le comprennent pas, soit elles se remettent en question elles, soit elles ont tendance à dire les autres sont un peu nuls, mais ça, c'est pas bien, il ne faut pas se le dire. Il n'empêche que c'est quand même ce qu'on entend en témoignage dans notre cabinet. Donc, on va avoir toutes ces compétences cognitives qui vont être à l'origine de ces compétences comportementales que tu décris, Magali, et qui vont être testées. Voilà. Durant le test des échelles de Wechsler. Et ça fait partie de la fameuse reconnaissance objectivable, c'est-à-dire celle où on va utiliser les tests. Et les tests d'intelligence, il y en a plusieurs, mais celui qui est le plus utilisé en Occident, ce sont les échelles d'intelligence de Wechsler. On va en avoir 3. La WIPSI 4 pour les petits tout, de 2 ans et demi à 6 ans et demi. Alors, ce test, il est intéressant, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne va pas mesurer forcément la mémoire. Et puis, il y a quelques petits subtests qu'il y a en moins. Dans tous les cas, en France, en tout cas, quand on fait passer à son enfant en dessous de 6 ans ce test-là, plus tard à l'école, on redemandera un autre test pour valider ou pas le haut potentiel. Et c'est en même temps très entendable parce que la WIPSI 4 ne permet pas de regarder s'il y a des troubles associés. Or, c'est important de regarder s'il y a une hétérogénéité du profil ou pas chez les HPI, ce qu'on appelle les fameux profils laminaires ou complexes. C'est pareil, homogène ou hétérogène, c'est le même jargon. On va avoir ensuite le WISC-5, qui est le test pour les enfants de 6 ans à 16 ans et 11 mois. Là, on va avoir 5 subtests importantes, la compréhension verbale, tout ce qui va être le visio-spatial, le raisonnement fluide, la mémoire et la vitesse de traitement pour calculer le quotient intellectuel et total, pardon. Et enfin, on va avoir la VICE 4, qui 4 pour 4e édition. Là, va être pour les plus grands, de 17 à merci Magali, de 17 à 99 ans et plus. Ces 3 tests viennent mesurer les fameuses compétences cognitives dont on parlait et plus encore. Okay. Bien sûr, ça ne vient pas mesurer l'intelligence générale de Gardner. On est d'accord là-dessus. Ça vient mesurer des compétences cognitives et certaines compétences cognitives, mais en même temps, les compétences cognitives qui sont mesurées par ce test sont les compétences cognitives essentielles pour rendre intelligible le monde. Et c'est ça qui va permettre de voir où on se situe, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une compétence cognitive différente de la majorité des gens. Ça va expliquer beaucoup de choses. Donc, ce moment de la reconnaissance, ça passe par le test, mais ça passe aussi par une bonne restitution. Parce que, bon, le test, c'est une chose. De toute manière, tous les psys qui font passer le test se font passer de la même manière, sinon ça n'a aucun intérêt scientifique. Mais le moment le plus important, c'est la restitution. Celle où on va aller au-delà de la donnée du donné chiffré, celle où, en fait, on va donner du sens à ces chiffres, donner du sens aux capacités cognitives qui ont été mesurées par chacun des petits tests et qui va permettre à la personne de comprendre en quoi finalement elle est différente de la majorité des gens et en quoi cette différence finalement ou ces différences sont peut-être à l'origine parfois de souffrances qu'elles se font subir elles-mêmes, mais de souffrances aussi peut-être qu'elles subissent au niveau social par rejet de ces différences. Okay. Donc, c'est tout ça la reconnaissance. J'aimerais ajouter que dans le choix du professionnel qui pourrait vous faire passer un test, il est important de noter que seuls les psychologues sont habilités à faire passer ces tests. Si vous rencontrez des personnes qui ne sont pas psychologues et qui vous proposent des tests à leur sauce, parce qu'on en connaît, il y en a partout sur le marché qui proposent de tester, mais des tests à leur façon ou des tests qui n'ont rien à voir avec ces tests-là reconnus, eh bien, il ne faut pas prendre, bien sûr, parce que vous trouverez des tas de choses sur Internet notamment, mais seuls les psychologues sont habilités à faire passer ces tests et les psychologues spécialistes de la question, parce que vous trouverez aussi des psychologues qui vont dire oui, je fais passer des tests, mais il y a une façon de faire passer des tests et une autre.
Et je souligne ce que disait Emmanuel parce que moi, je le vois bien dans ma pratique. Moi, je suis donc psychopraticienne et chaque fois que j'ai quelqu'un à accompagner et que j'ai envie à un moment donné de suggérer le passage des tests, j'envoie souvent vers Emmanuel quand elle a de la place et donc vers les quelques personnes qu'on connaît dans notre réseau. Et en tout cas, j'aime beaucoup travailler avec les tests d'Emmanuel parce qu'ils sont très pointus. Et quand elle disait, bon, tout le monde les fait passer de la même façon et après, c'est la restitution qui change, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ajouterais que même dans la façon de faire passer les tests, il y a des différences. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment s'assurer qu'on a affaire à un bon professionnel qui connaît bien son sujet. Parce que dans la façon dont vous passez les tests, ce qui est important, c'est pas tant le contenu, le résultat qui va être donné aux éléments posés, aux questions posées, c'est la façon dont la personne va s'y prendre pour réfléchir, pour amener sa réflexion, pour poser sa réflexion, par rapport à l'émotion qui va se dégager de la façon dont elle va passer ce test-là à ce moment-là, s'il y a le timing, s'il n'y a pas de timing, etc. Il y a plein de détails qui sont subtils et qui sont hyper importants. Et se passer de ces éléments-là, c'est carrément passer à côté de la réalité du test, à mon sens. Je pense qu'il y a des professionnels qui font pas ça et c'est bien dommage parce que tout est là dans la façon dont la personne se présente pour passer le test, dans la façon dont elle va être dans cette émotion qui peut être présente, on le comprend, dans ce stress, et comment elle va contourner ce stress, comment elle va s'y prendre, comment elle va réagir en fonction de la difficulté, chaque fois qu'elle va rencontrer la difficulté. Et donc, ça se teste à la fois dans le verbal, le non-verbal, hein, tu es d'accord Emmanuel, dans le corps, il y a vraiment des tas de choses qui circulent. Et c'est ça qu'il faut vraiment observer quand on va faire passer des tests. Et ensuite, bien évidemment, la qualité de la restitution. Donc, je vous recommande de vous adresser à des spécialistes si vous avez l'intention de passer un test ou si vous devez recommander la question à quelqu'un dans votre entourage. Et pour ça, eh bien, soit vous connaissez des gens de confiance parce qu'on vous en a parlé, ou bien vous vous adressez aux associations nationales comme la FEP qu'on a déjà citée, ou il y en a d'autres, hein, qui drainent les professionnels sérieux et qui savent vraiment faire les choses. Voilà. Oui, tout à fait. Bah, tu as tout dit, Magali. Oh C'est non, parfait. peut-être pas, mais en tout cas, ce que j'aimerais ajouter sur ce test, après je me disais, on peut aussi parler des conséquences, des caractéristiques, mais ce que je voudrais ajouter sur ces tests, c'est quelque chose que je dis souvent quand quelqu'un va passer un test. Il y a toujours cette idée de je vais l'avoir ou pas, un peu comme un examen ou comme un concours ou comme un diplôme. Et moi, j'arrête tout de suite les personnes là, justement, dans tout le travail d'accompagnement qu'on peut faire avant d'aller passer les tests, c'est de dire, mais c'est pas un test comme un examen, c'est pas un diplôme, c'est pas un concours, c'est pas je l'obtiens ou je l'obtiens pas, c'est pas je suis HPI ou je le suis pas. C'est même pas ça la question. La question, c'est où est-ce que je me situe? Si je veux savoir comment m'épanouir dans la vie, peu importe que je sois en haut ou un peu moins en haut, ce qui compte, c'est de savoir où je suis. Oui, Et l'exemple que je prends, c'est celui des pointures de chaussures, hein. Tu le connais, Emmanuel, depuis que tu m'entends le dire, mais je prends l'exemple d'une tribu africaine qui aurait toujours marché pieds nus et puis du jour au lendemain, on va voir cette tribu en leur disant: «Bah, maintenant c'est interdit, il faut mettre des chaussures. Vous ne pouvez plus partir pieds nus, il faut mettre des chaussures». Bon, bah, d'accord, ils vont vouloir des chaussures, mais ce sont des gens qui courent et qui courent très vite et qui ont l'habitude de courir pieds nus, alors il leur faut les bonnes chaussures, sinon ça ne va pas le faire. Eh bien, le chef de la tribu, quand on va lui dire: «Bon, quelle paire de chaussures on vous donne?» Ça va de 36 à 47, il va vouloir du 47 puisque c'est le grand chef. Eh ben, imaginez qu'il prenne du 47 alors que sa pointure, c'est 38. C'est pas ça qui va lui permettre de courir plus vite, on est bien d'accord. Et l'inverse est vrai aussi. Si on prend des chaussures qui sont plus petites que notre pied, ça va pas le faire. Par contre, si on trouve la pointure qui est la nôtre, alors là, on va pouvoir courir le marathon sans aucune difficulté. Et ben, c'est la même chose. L'idée, c'est pas de savoir si je suis à un QI super en haut ou oh là là, je veux pas être trop bas, etc. C'est où suis-je et comment je vais m'approprier ce profil, comment je vais comprendre qui je suis davantage à partir de là et avoir ma bonne paire de chaussures. C'est pas un concours. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on n'est pas HPI qu'on n'est pas intelligent ou qu'on va pas s'en sortir dans la vie. Heureusement, ça se saurait.
hein. C'est un élément qui nous permet de nous connaître et comme c'est singulier, que c'est pas comme la plupart des autres gens, bah, il vaut mieux avoir le mode d'emploi, hein. Le mode d'emploi, c'est souvent ce qu'on dit aussi quand vous avez un appareil hyper sophistiqué sans mode d'emploi, bah, quand vous allez le sortir, pour le monter, ça va être compliqué si vous n'avez pas la méthodologie. Alors, bah, le mode d'emploi, ça permet de savoir comment ça marche et ça permet de bien utiliser et d'expérimenter tout ce qu'on peut expérimenter et de développer tout le potentiel. Voilà, c'est ça. Mm. Donc le test pour moi, c'est vraiment ça l'utilité, c'est pas de dire: «Ouais, je suis le plus fort du monde, j'ai, X points de QI». Non, ce qui est important, c'est de se dire, «Où suis-je et qu'est-ce que j'en fais?» C'est ça la question du «et après». Une fois que j'ai passé le test, qu'est-ce que j'en fais? Ben, j'apprends à me connaître mieux, ça je crois que c'est universel et c'est ce que je recommande à tout le monde dans la vie, qu'on soit HPI ou pas. C'est hyper important de se connaître, mais qui plus est quand on est HPI parce qu'on n'a pas les mêmes repères que tout le monde, alors ça vaut le coup de savoir comment ça marche. Et cette question de «et après», ça fera l'objet de toute manière d'une conférence, hein, que l'on donnera après, justement Oui, celle-ci. Mais du coup, si je resynthétise un petit peu, cette heure, très complète d'ailleurs autour, du questionnement jusqu'à la reconnaissance, vous l'avez bien compris, le questionnement, il arrive par des sources multivariées à soi. Il va prendre un temps et un temps d'intégration qui est nécessaire, un temps qu'il va vous falloir observer parce que ça va révéler, même réveiller, peut-être le pourquoi c'est si difficile pour vous, de vous réapproprier un fonctionnement ou d'aller vers une meilleure connaissance de vous-même. Donc on va avoir ces fameux doutes qui peuvent venir, hein, qu'on a cités ensemble, qui eux aussi sont multivariés. Mais l'important, c'est que dans tous les cas, à un moment donné, il y ait la reconnaissance. Et cette reconnaissance, qu'elle passe par une reconnaissance, non testée ou testée, peu importe. Elle va passer par un tiers qui, est professionnel et un tiers qui est bienveillant et qui connaît en fait le sujet, mais qui sera capable surtout, dans tous les cas, de vous accompagner à, maîtriser votre différence, à maîtriser votre fonctionnement pour pouvoir en faire quelque chose. Ça, c'est fondamental et ça fera effectivement tout l'objet de cette conférence de «Et après, on en fait quoi?» De ce fonctionnement. Une fois qu'on sait, on en fait quoi? c'est ça. Donc, je crois que bien sûr, on pourrait encore en parler pendant des heures autour du questionnement parce qu'on a énormément d'anecdotes, tout comme autour de la reconnaissance. Je crois qu'on a donné un peu cet essentiel pour tout le monde. Mmh. Et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Magali, mais on peut peut-être passer aux questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur le côté dans la discussion. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose qu'on n'a peut-être pas beaucoup souligné parce que ça fera partie effectivement de la prochaine conférence où on parlera du «et après». Mais, une chose qui est recommandée, c'est de sortir de l'isolement. Donc effectivement, l'accompagnement est important, mais sortir de l'isolement, ça veut dire aussi pouvoir en parler autour de soi à des personnes qui soit, sont comme ça et peuvent comprendre pour nous aider à dégonfler un petit peu et extérioriser, ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'en parler dans le cadre des associations qui proposent des activités, qui proposent des ateliers pour voir que vous n'êtes pas tout seul, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On en parlera lors de la prochaine conférence, c'est vrai, mais je pense que c'est important de le souligner dès le départ, de ne pas rester tout seul avec ça. Parce qu'il y a vraiment des gens qui tournent, qui tournent, qui tournent, mais non, je suis comme ça, mais non, mais c'est pas vrai, mais si, Mmh. mais pourquoi on ne me l'a pas dit, mais si j'avais su. Et là, ça peut devenir douloureux et encombrant. Alors qu'en fait, c'est pas ça l'objectif, hein. En général, l'accompagnement, c'est rendre ça vraiment formidable et en faire quelque chose qui nous permet de sublimer notre différence. Et c'est là qu'on vous accompagne, nous, professionnels. Mmh. Super. Merci, Magali. Mmh. Du coup, si vous voulez, c'est le temps des questions. Alors, dans le chat, je vois ben, beaucoup de merci. Je vois qu'il y a des reconnaissances de ah oui, je vois bien cette hyper exigence. Je vois aussi des personnes qui ont dû partir parce que Oui, c'est sûr que raison. Donc, on ouais, enverra le replay. oui, Hem, je vois des commentaires sur le doute. ouais, je Le vois Maud burn-out, les que amis.
Elles se sent rejoindre dans le rangement de la vision globale. C'est ça. Ouais. Je vois la question, Corinne. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que depuis qu'on fait des conférences, on a souvent, des questions sur des caractéristiques isolées. Donc, en l'occurrence, la caractéristique que vous posez, c'est, est-ce que le fait de prendre plus de temps pour comprendre ou dit autrement, d'avoir besoin de comprendre tout le cadre et la globalité, la finalité avant d'agir, fait partie des caractéristiques HPI? En fait, ce type de question, elle est assez délicate pour nous de répondre comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez une caractéristique dans un lot et vous demandez si cette caractéristique permet de savoir si on est HPI ou pas. En tout cas, pardon, c'est compliqué d'y répondre. Alors, ça fait partie de la caractéristique, effectivement, de certains HPI. Après, on ne va pas s'appuyer que sur une caractéristique pour pouvoir poser une hypothèse d'HPI. J'imagine bien que vous avez compris à travers notre cheminement. On va avoir plusieurs indices, à la fois comportementaux, cognitifs, qui vont nous mettre sur la piste de cette hypothèse du haut potentiel, tout comme vous-même. Quand vous allez lire et entendre des conférences, il y a des caractéristiques que vous allez vous réapproprier en disant: «Mais ça, c'est moi», et c'est cet ensemble de caractéristiques, même si elles ne vont pas rejoindre, par exemple, la liste totale qui est donnée par tel auteur, vous allez pouvoir vous poser de manière légitime cette question de dire: «Tiens, je formule l'hypothèse, peut-être d'un fonctionnement au potentiel». C'est ça. Donc c'est une réponse de psy que je vous fais, mais je l'assume. Et c'est bien que tu le soulignes parce que c'est aussi le discours que nous tenons aux professionnels que l'on forme donc à ce type d'accompagnement, hein, les professionnels à qui on apprend à faire avec les hauts potentiels. On leur dit surtout, surtout, prenez bien le temps. Quand ce n'est pas la personne qui arrive avec ce questionnement-là et que c'est vous qui pensez qu'il y a peut-être quelque chose, prenez le temps de déplier, prenez le temps de poser les questions, de vérifier toutes les caractéristiques que l'on connaît, de demander comment c'était dans l'histoire de la personne que vous accompagnez, pour elle, à l'école, dans sa famille, etc. Enfin, prenez le maximum d'informations possibles avant d'aller sur cette hypothèse. Et puis surtout, n'allez jamais dire à quelqu'un, vous, vous êtes HPI, c'est bien sûr. On peut dire à quelqu'un qu'on connaît, ben oui, ça m'étonnerait pas que toi tu sois comme ça, mais on peut pas dire à quelqu'un là comme ça: «Tu es HPI, c'est sûr». Non, c'est OK, il y a des choses qui font que, on peut s'interroger, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? Puis qu'est-ce que ça vient faire dans la vie de la personne là, à cet endroit-là? Qu'est-ce que ça peut provoquer? Donc il faut vraiment être très, très prudent quand on parle de ça et surtout quand on est professionnel. Donc voilà, je me permets de le souligner, c'est important. Et du coup, merci Corinne, d'accord, j'avais du coup mal compris la question. C'était savoir si ça faisait partie des caractéristiques sur la liste. Ah! Alors, la liste, là encore, ben, c'est compliqué, c'est que, il n'existe pas de liste à proprement parler, sur des caractéristiques HPI. Mais oui, finalement, comme l'a souligné, Magali tout à l'heure en parlant de cette vision globale, cette vision détaillée, oui, on la retrouve dans la liste. Entre guillemets, si on pouvait dire qu'il y avait une liste pour Ouais. les HPI. Je dirais, Corinne, que moi, ça me parle très fort par rapport à la question du temps, par rapport au HPI. C'est un peu mon dada, la question du rapport au temps chez le HPI. Donc, on aura sûrement l'occasion de l'évoquer dans une prochaine conférence aussi. Les HPI ont un rapport au temps très particulier. Et effectivement, il y a cette idée qu'on prend le temps, il y en a qui vont aller très vite et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de se sentir en confiance, de prévoir, d'attendre, de savoir, un peu comme je le lis là, hein, avoir besoin de comprendre tout le cadre, la globalité, la finalité avant d'agir. Ils ont besoin d'avoir cette vision globale pour se rassurer et parce qu'ils sont toujours vraiment dans le contrôle et parce qu'ils ont peur de ne pas être parfaits, parce qu'ils ont peur d'être en échec. Donc voilà, oui, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Mais comme le dit Emmanuel, c'est pas uniquement cet élément-là qui va nous dire oui, c'est probablement ça. Mais si on a ça et qu'on est habitué au haut potentiel et qu'on se dit ah tiens, ça correspond quand même à ce que je vois chez certains hauts potentiels, eh ben, je vais aller voir d'autres caractéristiques, je vais voir s'il y a autre chose qui correspond, je vais voir et une corrélation comme ça qui fait qu'à un moment donné, on se dit ah ouais, quand même, il y a beaucoup de signes, peut-être on pourrait penser comme ça. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de voir si tout ça est en place, si tout ça est en lien, mais ça peut être quelque chose qui nous met la puce à l'oreille. Mmh. J'ai, Marc, vous avez posé une question qui m'est souvent posée. Est-ce que le test peut être juste suite à un burn-out? J'élargis aussi aux questions, que d'autres personnes me posent, suite à une dépression, suite, à une maladie, et cetera. Alors,
En fait, je la reformulerai. Si vous posez le test peut être juste, je ne sais pas si le test peut être juste. C'est-à-dire que quand on fait passer le test à une personne, on la prend à un moment donné dans sa vie. Donc c'est une photo, un peu comme une photo en instantané que l'on fait de la personne et du coup cette photo, elle est ni juste ni pas juste. Elle va raconter finalement l'histoire cognitive de la personne à cet instant. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une personne et que je lui fais passer le test au moment peut-être le plus up de sa vie, où tout va bien, c'est OK pour elle, elle se sent dans des bonnes énergies, elle n'est pas malade, au contraire, elle se sent dans la pleine santé, elle prend soin d'elle, bref, tout va bien. Eh bien, effectivement, le test que l'on va passer va représenter ses compétences cognitives lorsque elle est dans la période la plus épanouie de sa vie. Alors, j'ai envie de dire que c'est le moment le plus idéal pour passer un test, bien sûr, puisque ça va révéler une photo de là où on est finalement dans ses capacités optimales. Ok. Mais je reprends cette même personne qui, pour X raisons, va vivre un burn-out parce que justement trop exigeante et à un moment donné, paf, il va y avoir épuisement professionnel ou bref, plein d'autres situations. Au moment où cette personne va faire le burn-out, forcément, la photo cognitive que je vais faire de la personne, ça ne va pas forcément être au moment le plus bas. Et clairement, ses capacités ne vont pas être optimales. Pourquoi? Parce que dans le cas du burn-out, les premières fonctions cognitives qui sont mises en veille par le corps qui dit j'en ai marre et il est temps d'arrêter, ça je vous en parlerai plus tard aussi, c'est une de mes spécialités, le burn-out, okay, c'est le système attentionnel et la logique. Forcément, on va le retrouver dans le test. Et on va heureusement avoir une hétérogénéité parce que, pour le coup, moi, c'est souvent grâce à ces hétérogénéités que je peux mettre les HPI sur les pistes de leur burn-out ou parfois même de leur dépression ou même d'autres choses. Donc, il n'y a pas de test juste. Il y a un test qui va donner une photo à l'instant T et c'est comme le posait Magali, je te remercie d'avoir fait finalement, honneur à la manière dont je travaille et d'autres comme moi qui travaillent aussi, à faire attention à toute la clinique qu'il y a autour de la passation du test. Heu, Ça va être ça qui va donner de la valeur. Tiens, pourquoi il y a une hétérogénéité de résultats? Ça ne veut pas dire que le test, il est bidon, qu'il n'est pas juste et qu'on va le jeter. Ça veut juste dire: «Ah OK, il y a quelque chose qui va expliquer cette hétérogénéité». Donc il va falloir qu'on émette des hypothèses, qu'on creuse, qu'on regarde. Donc oui, finalement, le burn-out, la dépression et plein d'autres troubles viennent influencer la passation du test. Donc il n'y a pas de bon moment pour passer le test. Il y a juste accepter que quand on passe le moment, on va avoir une photo de là où on en est dans l'instant et accepter du coup d'accueillir que oui, le résultat qu'on va avoir, qui est peut-être, je dis une bêtise, de 128 avec une énorme hétérogénéité parce qu'on fait un burn-out du malheur, bah oui, c'est un 128 et il n'y a pas de souci, on est bien HPI, alors que Mensa Club va vous dire: «On vous accepte qu'à partir de 132». Oui, mais c'est un 132 que quand on va bien dans notre vie, OK? Donc tout ça, c'est important parce qu'on entend plein de choses. Donc c'était une judicieuse question, Marc, et je vous remercie d'avoir posé. Je vois aussi la question de Thomas, en tout cas, oui, la réflexion. Il est où le mode d'emploi? Ah, prochaine conférence, Thomas, nous embarquez pas là-dedans. Ouais, ouais, bien sûr, c'est une question importante et on l'abordera en effet plus en détail dans la prochaine conférence. Mais c'est vrai que c'est ça qu'on cherche et moi, ce que j'ai envie de poser comme début de réponse, c'est le mode d'emploi, c'est vraiment le travail sur soi. C'est à partir du moment où j'ai cette cartographie, où j'ai passé un test et où j'ai plein d'éléments qui me concernent et qui vont m'aider, bah, petit à petit, je vais m'approprier ça, je vais mieux comprendre pourquoi je réagis comme ça, je vais mieux repasser des étapes de ma vie, je vais regarder avec ce filtre-là, tout ce que j'ai fait dans ma vie et la façon dont je fonctionne au quotidien aussi, dans mes choix, dans ma façon d'être avec les autres. Et petit à petit, ben, il y a des choses qui vont changer. Si je suis accompagnée et que je regarde ça, ça va être un travail comme ça, progressif. Mais à un moment donné, je vais pouvoir me rendre compte du changement que j'ai vécu. J'ai eu ce cadeau-là, d'ailleurs, aujourd'hui, une personne qui m'a fait un retour sur les différentes étapes de sa thérapie et depuis, pourtant, elle n'est pas restée très longtemps. Elle est encore en travail, mais ça fait un an, à peine un an qu'elle vient régulièrement. Et en une année, elle a réalisé vraiment
comment elle a vécu des changements dans toutes ses sphères de vie, dans toutes ses façons de faire et elle a pu mesurer tout ce qui avait changé et elle a eu envie d'intégrer ça et de l'écrire et elle m'en a fait le retour. Je trouvais ça formidable parce que moi je le vois, c'est bien, mais le plus important, c'est qu'elle puisse le mesurer, qu'elle puisse le voir et elle s'est rendue compte à quel point en un an, à force de gratter ici, de regarder là, comment ça marche ici, comment ça marche là, comment je faisais avant, comment je fais maintenant, bah, elle a conscience que, ben, elle arrive à un stade d'épanouissement très satisfaisant et c'est chouette. Donc il faut du temps et c'est ça la clé principale, mais on en parlera plus en détail. Dans une conférence sur le temps que tu donneras, je pense aussi. Oui OK, aussi. beaucoup de merci. Ben merci à vous parce que ça fait vraiment plaisir de pouvoir, transmettre, de pouvoir être là, de pouvoir vous donner. Est-ce que, avant peut-être de clôturer, vous avez, des questions? Ah, je vois, attendez, Oui, que riche et vous connaissez très bien votre sujet. Découverte de HPI et présent dans la famille depuis la naissance des enfants. 2 sur 3 ont passé les fameux tests pour confirmer les doutes des professionnels de l'enseignement. Pour la troisième, cela est bien plus compliqué pour qu'elle sache qui elle est et qu'elle puisse comprendre son mode d'emploi. Et bien sûr, le doute subsiste chez nous. Votre conférence porte à questionnement. Ah, ah, merci Sandrine. On peut aller plus loin dans le questionnement, hein. ouais, si vous voulez partager votre questionnement, c'est avec plaisir. En sachant qu'effectivement, bah, vous imaginez bien que on ne va pas, venir poser, une reconnaissance sur, 2-3 pistes comme ça Mmh. et que notre objectif pour nous, c'est vraiment de vous amener aussi, comme tu l'as posé Magali, vers des professionnels compétents qui, sauront en tout cas vous guider. Voilà et ça, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller voir, un psychologue. C'est pas que quand tout va mal, c'est aussi les interroger sur une expertise, qu'on peut avoir sur un sujet. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Mmh. Corinne, qu'en est-il des blessures que tout le monde vit d'une manière ou d'une autre dans notre vie? Comment est-ce que ça impacte sur un comportement et sur un diagnostic HPI? Mmh. OK, c'est une très bonne question. Comment ça va impacter sur un diagnostic HPI? Alors diagnostic, j'imagine que c'est au niveau du test dont vous parlez ou Qu'en est-il du certainement? Alors, en fait, il va y avoir plusieurs possibilités. Donc, c'est un peu difficile parce que là, je partirai sur un cours de psychologie pour 3 heures que je pourrais donner à l'université sur comment finalement nos souffrances viennent impacter nos comportements, mais aussi nos compétences cognitives. Donc ça, on le sait depuis très longtemps. Il faut vraiment aller sur Internet, vous allez trouver de magnifiques études qui sont faites en neurosciences sur l'impact de la souffrance, notamment des souffrances vécues enfant, Mmh. sur notre développement cérébral et développement de compétences, que ce soit des compétences empathiques, mais aussi des compétences en logicomaths. On sait qu'il y a une inhibition de certaines compétences qui se mettent en place. HPI, pas HPI, hein, on est tous logés à la même enseigne là-dessus. À quel point la souffrance masque ou non les choses, Mmh. ou à quel point le fonctionnement HPI masque les souffrances, ce serait plus dans ce sens, hein, je pense. Corinne? Oui, on peut peut-être prendre le micro, hein, quand Oui, si vous voulez parler, ce sera peut-être plus simple. Parce que j'ai juste besoin de bien comprendre la question pour pas m'embarquer, dans n'importe quoi. La question, c'est plus peut-être l'interaction des 2 au sens large. OK. En fait, heu, oui, la souffrance peut venir masquer, des fonctionnements HPI. Ça, on l'a souvent en termes, par exemple, d'adultes, qui, à l'adolescence, ont vécu du harcèlement ou voilà, ont vécu, plein de types de souffrances et vont, poser cette sensation de différence, non pas sur le fonctionnement d'HPI, mais sur ce qu'ils ont subi. mmh. En disant: «Bah, voilà, j'ai subi le harcèlement, c'est pour ça, je suis différent des autres et je pense que c'est pour ça que je souffre. Je suis différente peut-être parce que j'ai été adoptée, je suis différente parce que, ben, j'ai eu des problèmes de poids, je suis différente parce que, bah, j'ai vécu des choses, tragiques, en fait» et ça va être cette auto-justification de cette sensation de différence que la personne va faire sur sa souffrance, d'accord? Plutôt que sur le fonctionnement HPI. Donc en ça, oui, la souffrance vient masquer peut-être
le fonctionnement HPI parce que la personne n'arrive pas à différencier que cette différence n'est pas due à la souffrance, mais est due à une différence au plan cognitif. D'accord? Dans l'autre sens, c'est aussi valable, c'est-à-dire qu'on va avoir certains HPI qui vont avoir une capacité de résilience extraordinaire, alors qu'ils ont vécu des souffrances voilà, atroces. Mmh. Et ils vont cacher leur souffrance dans le sens où là, on n'est plus dans le cacher. Là, on est dans un mécanisme de défense qui va s'appeler le déni, même la dissociation, où ils vont mettre très, très loin leur souffrance parce que les HPI, qui ont aussi parfois une capacité d'avoir des mécanismes de défense très forts, notamment déni et dissociation, donc ils vont camoufler leur souffrance. Donc cette interaction des 2 peut donner ces situations particulières et plein d'autres bien sûr, qu'on ne peut pas tous citer là ensemble. Hem, c'est en ce sens qu'ils peuvent se masquer l'un l'autre. Voilà, je Oui. ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Corinne. Et je ne sais pas si mais en tout cas, ce que Oui, vas-y. j'ai envie d'ajouter, c'est quelque chose qu'on évoquera lors d'une prochaine conférence, bien sûr, autour du faux self, hein, et de cette capacité. On n'a pas trop souligné cet aspect-là des choses, mais dans les conséquences de ces caractéristiques, il y a quelque chose de très fort et de très puissant chez le profil à haut potentiel, c'est que ce sont des personnes qui pensent avec leur cœur et qui ont besoin d'être aimées, qui sont très empathiques, qui sont dans le lien en général, elles ont besoin de se sentir aimées. Et pour se sentir aimées, elles vont s'adapter et elles vont cacher un certain nombre de choses, donc leur souffrance notamment. Donc je pense que c'est un volet qu'on pourra vraiment développer la prochaine fois. Hein, tu es d'accord, Emmanuel? Parce que c'est vrai que là aussi, si on rentre sur ce terrain-là, on peut en parler très très longtemps. Mais notez ça, notez bien qu'il y a cette idée du faux self. Ce sont les champions du faux self. Hein, les HPI, ils savent très très bien s'adapter aux autres, ou en tout cas être et agir comme ils pensent qu'on voudrait qu'ils soient pour être aimés, et tant et si bien qu'à un moment donné, ils s'oublient. Et Complètement. ça, c'est source de souffrance aussi, donc on pourra en Mmh. reparler. Complètement. Alors je vois qu'il est déjà 21h45 et Oui, tout comme, bon HPI qui se respecte, bien sûr, on déborde. je regarde les Si ça commentaires. va, on regarde peut-être les dernières questions et puis, avant de clore peut-être dans 5-10 minutes. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions autour de est-ce que, est-ce que vous avez des professionnels à nous recommander? Alors Magali l'a souligné, on vous recommande de d'aller, regarder, et de vous rapprocher d'associations nationales, notamment par exemple la FEP, mais aussi des associations, locales que vous pouvez avoir chez vous, spécialisées dans la précocité, qui généralement, comme tu l'as posé Magali, drainent, le réseau professionnel du secteur est spécialisé dans les HPI. Donc là, vous trouverez forcément des, professionnels et puis, nous, au fur et à mesure, grâce aussi à la formation que l'on fait avec Magali, on va commencer à constituer un bon réseau, de professionnels formés autour de la question HPI parce que c'est ça qui a motivé, notre besoin aussi, de former les professionnels. Bien sûr, c'était pour faire face à la souffrance, des patients que l'on a et puis, du manque parfois de connaissances que notre réseau professionnel a vis-à-vis de la question HPI, mais aussi pour pouvoir augmenter le réseau, de professionnels qui puissent prendre en charge, ces types de profils. Mais en attendant que notre réseau se constitue encore plus grand, je vous conseille vraiment d'aller, vous rapprocher d'associations. Voilà. Après, je crois qu'il y a Il y a une des question sur le conférences sur la full discussion. self, je l'ai perdu, où est-ce qu'elle est? Je ne doutais Seul pas. et faux self. Alors, pas Ouais. du tout. Dissociation et faux self, c'est pas la même chose. Des livres sur la dissociation, vous allez avoir des livres de psychologie, rébarbatifs, mais bon, intéressants. Et l'idée, encore une fois, c'est que, alors, c'est vraiment pas pour vous mettre l'eau à la bouche, ok, c'est juste pour éviter de trop digresser. C'est que la dissociation, c'est vraiment quelque chose dont on va parler avec Magali lorsque l'on fera une conférence vraiment sur le corps et le rapport que les HPI ont avec le corps. Parce que le mécanisme de défense de la dissociation est un mécanisme de défense qui est propre à tout à chacun, mais qui effectivement chez les HPI va prendre une coloration différente. Et ce n'est pas la même chose que le faux self,
dont on parlera aussi et qui fait partie des conséquences du fonctionnement HPI, enfin, de certaines conséquences du Mmh, fonctionnement HPI. mmh, Voilà, mais c'est pas la même chose. mmh, mmh, mmh. Oui, dans les conséquences, on n'a pas tout évoqué et là encore, on en parlera la prochaine fois, mais vraiment, il y a la quête de sens, ce qu'on n'a pas souligné, il y a qu'est-ce qu'il y a encore? Le syndrome de l'imposteur qui est très, très présent, hein. Ce sont des publics qui ont en général une confiance en soi, plutôt basse et une estime de soi, aussi. Donc tout ça, on le retrouvera, hein, on en reparlera. Emmanuel, tu es d'accord pour, le prochain volet qui s'annonce large, mais tous ces sujets-là, en fait, vont faire l'objet d'autres conférences, hein. Chaque mois, on aura quelque chose à vous proposer. Une fois, ça sera sur le rapport au corps, une fois, ce sera sur le rapport au temps, une fois, ce sera sur le rapport à l'argent aussi qui est particulier. En fait, toutes les sphères de vie, tous les domaines de vie, tout ce que l'on peut vivre a quelque chose d'important à évoquer quand on est à haut potentiel et c'est tout ça qu'on a envie de partager avec vous pour vous donner plus de clés, pour vous donner un regard plus large, comme on le fait avec toutes les personnes qu'on accompagne régulièrement en individuel ou en groupe, parce qu'on n'a plus le temps non plus de les accompagner nombreux en individuel. C'est pour ça, comme le disait Emmanuel, je la rejoins là-dessus, que nous avons l'idée et l'envie de former davantage de professionnels à cette pratique et à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance et qui ne trouvent pas d'écho, qui ne trouvent pas de personnes qui peuvent comprendre leur degré de souffrance ou leur forme de souffrance à partir de ce profil-là. Je vais regarder si on avait Très répondu à bien. tout. Euh, oui, c'est Juliette et Sandrine qui demandaient aussi se rapprocher vers un professionnel qui connaisse réellement le sujet. Oui, on continuera à échanger, Sandrine, là-dessus, hein. On peut échanger en messagerie, il n'y a pas de souci. Avez-vous une autre Super. question ou quelque chose à noter? Bon, bien sûr, on a plein, plein de choses à vous dire. Moi, chaque fois qu'on arrive à la fin d'une conférence, je me dis: «Ah oui, puis il y a ça aussi, puis il y a ça aussi, puis il y a ça aussi». Évidemment, l'arborescence de la pensée fonctionne bien et il y a tant à dire que, bien sûr, on pourrait en parler encore beaucoup, mais je pense qu'on a fait un large tour pour aujourd'hui, à moins que vous ayez encore une question. Non, on est dans les gratitudes, échanges de gratitude Merci, et sachez que merci c'est à vraiment réciproque. tout à fait. Merci d'être venu. Merci d'avoir assisté à cette première conférence d'une longue série. Enfin, c'est pas la première pour nous, mais c'est la première de cette série qu'on a pris l'initiative de mettre en place ensemble cette fin et début d'année. Merci Thomas, merci Merci Juliette et beaucoup. Sandrine. Oui, pour Juliette aussi, oui, on en parlera davantage. On ne l'a pas évoqué, Sandrine, mais on parlera de ce que vit Juliette. Merci, merci. Un grand merci de nous avoir accordé cette soirée, toutes vos réponses. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Ok, bah écoutez, si on n'a pas de vos nouvelles dans les prochains jours, on vous souhaite de passer une belle et douce fin d'année, d'être créatif et de, comment je dirais, accueillir votre différence comme un cadeau, même si c'est pas toujours facile. Il y a des clés pour que ça devienne vraiment un cadeau. Hein, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais ça peut vraiment devenir quelque chose de merveilleux et c'est ça qu'on espère pour vous et qu'on espère avec vous et qu'on soutiendra avec vous. Donc on vous donne rendez-vous à bientôt. S'il y a des questions en messagerie, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées et bien sûr, sur les réseaux aussi si vous voulez. Moi j'ai une page pro, Magali Barcelot pro, vivement maintenant. Emmanuel, tu as un site aussi, moi j'ai mon site aussi Oui, internet. Vous pouvez Facebook aussi. plusieurs personnes demandaient des bibliographies sur mon site internet. Vous avez une bibliographie assez complète et Emmanuel pourra vous en passer aussi. Il faut qu'on mette à jour, mais il y a vraiment des ouvrages formidables, hein. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Mais documentez-vous si vous en êtes là. Prenez le temps d'aller chercher de l'information, des conférences, différentes personnes, différentes personnalités aussi, parce que dans les personnes qui connaissent le sujet, chacun l'explique à sa façon et c'est riche aussi, c'est nourrissant. Voilà, donc Mmh. on vous souhaite de continuer dans la découverte, de vraiment conserver ce joyau que vous avez au fond de vous et puis on vous donne rendez-vous pour le transformer encore plus. Donc ce À sera le bientôt, belle fête de fin d'année et puis merci au 17 Marie. janvier alors. Voilà, on vous dit au 17 janvier.
Merci beaucoup à vous. Au revoir. On vous laisse terminer. Je vais couper l'enregistrement déjà.